Bah, tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous ce soir donc pour parler fair play et dopage. Et merci à vous deux de nous apporter votre expertise. Alors, peut-être petite présentation un peu complète. Christophe Basson, vous êtes un ancien cycliste professionnel. Et dans le domaine qui nous intéresse ce soir, vous avez la particularité de ne pas vous être dopé à un moment où le dopage était vraiment généralisé, et notamment au sein de votre équipe, de vos équipes à l'époque. Mais en plus de ça, au moment où vous étiez encore coureur, vous avez dénoncé publiquement le dopage. D'ailleurs, vous l'avez payé cher. On va revenir là-dessus. Et aujourd'hui, vous continuez toujours la lutte à d'autres niveaux. Vous êtes conseiller régional antidopage, préleveur antidopage, et vous intervenez à différents niveaux en matière de prévention. Séguir Lasserie, vous êtes sociologue du sport. À Delabeau, vous complétez si je me trompe, à celui de l'IRIS HESS et à l'INSEP. Et vous avez travaillé, entre autres, beaucoup de choses sur la vulnérabilité des sportifs. Et ça, forcément, ça fait partie des risques qui peuvent mener au dopage. Pour commencer, pour qu'on parte tous du même niveau, je vous propose qu'on essaye de faire une petite définition du dopage. Qu'est-ce que c'est que le dopage? Concrètement, de quoi on parle? Et à partir de quand une pratique est dopante? Peut-être qu'on va commencer au niveau macro avec Séguir. Vous, le sociologue que vous êtes, comment vous définissez le champ du dopage? Comment le définir? C'est l'usage d'artifices, en quelque sorte, qui sont orientés dans l'idée d'augmenter les capacités humaines dans le registre d'une compétition sportive ou d'une performance sportive. Voilà. Ce qu'on pourrait expliquer communément comme le dopage aujourd'hui dans le sport. Après, il existe d'autres types de dopage, notamment dans l'ensemble d'autres secteurs sociaux, mais en l'occurrence, c'est l'idée d'une augmentation artificielle qui ne serait pas en opposition avec cette perception naturelle de l'élan ou des actions. Et je rajouterais du coup de l'artifice interdit. Voilà, puisque c'est vrai que quand on fait de la prévention, on distingue parfois, je dirais, le dopage conduite dopante que certains ont appelé, mais ça on le verra peut-être tout à l'heure. Donc ouais, je dirais pareil, le sport et l'utilisation de substances ou méthodes interdites à des fins de performance. Oui, parce que quand on parle de pratiques peut-être dopantes, il y a à partir de quel moment on peut se dire que là, ça y est, on a mis le pied dans l'engrenage? Quand on parle de dopage, c'est clair, c'est précis, c'est-à-dire qu'il y a une liste de substances et méthodes qui est internationale déjà, c'est le premier point, commune à tous les pays. Donc c'est la même liste qui s'applique aux États-Unis qu'en France par exemple, pareil en Espagne, pareil en Italie. Après, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la volonté des États à la faire appliquer. Ça, c'est notre paire de manches et c'est là qu'on peut voir la différence qu'il y a entre les différents pays. Donc là, la définition est claire. Quand on parle de conduite dopante, par contre, c'est la limite que l'on va se mettre. D'accord? C'est ce que souvent on appelle un peu ce qu'on va légitimer, ce qu'on va se légitimer nous de notre côté. Et en fonction des personnalités, en fonction de la personne, si elle a été déjà très jeune, médicalisée, c'est-à-dire l'automédicalisation, etc., peut-être que la limite sera plus haute qu'un jeune enfant qui a été éduqué à ne jamais rien prendre, jamais de médicaments, jamais de compléments. Mais vous savez, des fois, l'éducation à la conduite dopante, elle démarre parfois juste à donner des vitamines à son enfant avant l'hiver pour pas qu'il tombe malade. Ça, on peut déjà se dire, c'est peut-être une éducation à la conduite dopante. Mais alors, vous disiez, c'est une liste établie au niveau international, mais c'est la même chose pour tous les sports? Est-ce qu'il y a certains sports qui sont plus vertueux, plus exigeants que d'autres? Au niveau de la liste, c'est la même, si ce n'est, il n'y a qu'une seule substance qui concerne que certains sports, sont les bêta-bloquants, une catégorie de substances. Sinon, toutes les autres substances concernent tous les sports. Il y a un seul distinguo dans la liste, c'est qu'il y a des substances qui sont interdites en permanence et des substances qui sont interdites qu'en compétition. Des exemples, comme la cocaïne, le cannabis, sont interdits en compétition, mais entre guillemets ne sont pas recherchés hors compétition, ce qui peut parfois poser problème. Il y a d'autres substances comme ça aussi. Mais après, sinon, non, c'est applicable à tous les sports avec les mêmes substances. Après, bien évidemment, les sports, il y a intérêt, en fonction des sports, certaines substances seront plus utilisées que d'autres. Il va y avoir des sports d'endurance où vous allez trouver des substances qui vont vous permettre d'améliorer le transport d'oxygène, alors qu'il y a des sports de force
mais vous allez trouver des substances qui permettent de gagner de la masse musculaire ou de la force. Et alors, Séguir, est-ce qu'on sait depuis quand le dopage existe? Alors, les pratiques dopantes, elles existent depuis très très longtemps finalement. Elles existaient déjà même à l'Antiquité, à partir du moment où, quand on parle du registre du sport, hein, ça existe à partir du moment où on a créé des événements sportifs. Après, ce qui est intéressant dans cette historicité du dopage et des pratiques dopantes, c'est le sens qu'on leur donne finalement. Dans l'Antiquité, le sport n'a pas le même rôle social qu'aujourd'hui. On n'est pas forcément dans la recherche de la performance au sens dépassement de soi. On est dans la recherche de la performance au sens d'une forme d'accomplissement. Pourquoi? Parce que tout simplement les Jeux Olympiques qu'on célèbre maintenant tous les 4 ans viennent de l'Antiquité, ça tout le monde le sait, mais s'inscrivent aussi dans une religion qui est celle de l'olympisme et celle des dieux olympiques, de l'Olympe. Et en ce sens, dans l'Antiquité, le monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui, tel qu'on se le représente, est un monde fini. N'est pas un monde aujourd'hui, n'est pas le monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui, qui serait quelque chose de totalement infini, dans lequel l'action humaine n'aurait de cesse que repousser les limites naturelles. Au contraire, dans le sport antique, l'idée c'est de renouer avec cette harmonie naturelle, l'ordre des choses. Aujourd'hui, par exemple, on vous dirait que pour Aristote, voilà, qui est le grand théoricien de ce paradigme scientifique sur lequel repose la pensée sportive de l'époque, l'idée, ce serait de nager dans le sens du courant de la rivière. Parce que dans le sens du courant de la rivière, votre corps épouse l'élément naturel et puis vous nagez selon le flux de tous les matériaux. Inversement, avec une révolution qui s'opère au XVe siècle, enfin au XVIe siècle plutôt, avec Descartes, avec cette idée justement qu'on devient maître et possesseur de la nature avec la raison, on a l'idée que la technique, qui est simplement la raison appliquée au corps, la technique du corps, permet de s'affranchir de ses limites naturelles. Et en ce sens, du coup, le dopage, qui est aussi une technique, ne va pas avoir le même sens que pouvait l'avoir dans les années précédentes, ou du moins à l'Antiquité. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette historicité-là, à partir du moment où le sport ressurgit à la fin milieu du 19e siècle, et surtout avec les JO qui apparaissent à la fin du 19e, il y a cette idée que finalement les pratiques dopantes vont être au fur et à mesure incorporées à l'idée de la performance. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte des faits, en fait, des faits dopants. Et les faits dopants émergent en quelque sorte après la Seconde Guerre mondiale, plus précisément, où là on a vraiment des faits d'actualité qui sont très marqués et qui sont pris pour cible. Parce qu'on a aussi une société, on a un monde qui est différent, on a un monde qui est tendu entre deux blocs, notamment le bloc soviétique et le bloc, je dirais, occidental, enfin USA, pardon. Et dans ce cas de figure-là, on a justement l'incrimination en quelque sorte. On va user un peu de la loi et de la norme pour faire valoir son droit à une forme de supériorité dans le sport ou autre, en décrédibilisant l'adversaire ou autre. Donc il y a cette idée qu'effectivement il y a une vraie recherche technique qui émerge aussi pour être puissant, mais il y a aussi l'idée aussi d'user de cet élément-là pour essayer de décrypter l'autre. Donc voilà, les premiers faits qui arrivent. Et puis après, effectivement, comme le disait Christophe, il y a énormément de choses qui sont révélées selon les sports aussi. Il y a des sports qui sont, en quelque sorte, qui mettent en lumière ces comportements-là, et d'autres qui passent un peu à la trappe parce qu'ils sont soumis à d'autres régimes de visibilité qui ne sont pas du tout les mêmes. Et justement, il y a un sport où on a beaucoup parlé de dopage, c'est le vôtre, Christophe. Donc, en 98, vous étiez l'un des coureurs de Festina, de l'équipe Festina. Donc, pour les trop jeunes ou les non-initiés, à l'époque, Festina, c'était vraiment l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe du peloton, celle d'un certain Richard Virenque, qui était aussi à l'époque au sommet de sa carrière. Et c'est aussi l'équipe par laquelle le scandale de dopage à l'EPO est arrivé sur le Tour de France 98. En tout cas, c'est elle qui s'est fait prendre, on va dire. Et vous, alors que c'était vraiment généralisé au sein de votre équipe, vous n'y avez jamais touché, hein, vos coéquipiers l'ont confirmé à la police et à la justice. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois où vous avez été confronté à cette pratique, où on vous l'a suggéré, proposé? Qu'est-ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi à ce moment-là? En fait, j'avais déjà connu un petit peu le dopage. Je l'ai découvert lorsque j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque l'école interarmée des sports. Alors pour les plus jeunes, à l'époque, on était obligé de faire 10 mois d'armée.
Et on m'avait donné la possibilité de faire mon armée, mon service militaire au bataillon de Joinville, qu'on appelait l'école interarmée des sports. Donc c'était représenter la France au niveau international, l'armée française. Et là, j'ai commencé, on était 17 coureurs, et j'ai commencé à voir que sur 17 coureurs, il y en avait 15 déjà qui avaient une trousse de toilette remplie de médicaments et une toute petite trousse de toilette où il y avait leur brosse à dents. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà tout leur équipement et même l'équipement d'injection déjà pour se faire des produits par rapport aux courses, ce qui était, je dirais, le haut niveau amateur. Après, donc j'ai évolué pendant un an dans ce groupe-là et ensuite j'ai été contacté. Donc j'ai été contacté sachant que je ne souhaitais pas devenir cycliste professionnel, c'est pas mon objectif. Mon objectif d'aller à l'école interarmée des sports, c'était obtenir un statut qui était le statut de sportif de haut niveau parce que voilà, je voulais bosser dans le bâtiment et je me disais avoir une DUT que j'avais obtenue avant, génie civil plus un statut de sportif de haut niveau. J'intéresserais beaucoup plus les entreprises qu'être juste un ingénieur sans statut de haut niveau. Voilà, c'était ma stratégie. Et là, bien sûr, faisant que du vélo, voilà, j'ai eu des victoires internationales et donc j'ai eu 3 propositions. Alors déjà, je suis parti dans l'idée que, premier principe, c'est qu'on venait me chercher, déjà. C'est-à-dire que je n'ai pas tapé à la porte des équipes. Je me suis dit, s'ils viennent me chercher, c'est que je leur plais. Donc, si je leur plais ainsi, je vais leur plaire tel que je suis. Et c'est là que je suis arrivé donc, du coup, dans l'équipe Festina, où dès le premier jour, je suis arrivé sur un stage qui était dans les Alpes, où d'entrée, j'ai vu que clairement, j'avais le niveau, c'était un tout début de saison. Et premier rendez-vous dans la chambre, le directeur sportif et le médecin, où on m'explique clairement, voilà, je suis néo-pro, j'ai signé pour 3 ans. Et que par principe, les néo-pros, ils ne touchent pas aux gros produits pendant 2 ans. Mais que par contre, ce que tu fais déjà en amateur, tu peux continuer à le faire. Clairement. Bon, moi, je ne faisais rien. Mais là, ils parlaient notamment de tout ce qui est corticoïdes, caféine, enfin, tout ce qu'eux, ils appellent les petits produits. C'est tous les médicaments courants qu'ils détournent à des fins de dopage, quoi. Parce qu'il faut savoir que quand même, quand on parle de produits dopants, approximativement, on peut imaginer que 95% des produits dopants sont des médicaments détournés de leur usage. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça veut dire que des produits fabriqués que pour le dopage, finalement, il n'y en a pas tant que ça. On va parler de stéroïdes anabolisants, par exemple, et éventuellement d'autres substances qui n'ont pas eu, d'autres produits qui n'ont pas eu l'autorisation de mise sur le marché parce que il y avait des dangers avérés qui ont également été détournés. Et donc là, on m'explique que voilà, les 2 premières années, c'est rien du tout, c'est niet, juste du dopage léger, et que par contre, au bout de 2 ans, il faudra petit à petit que j'y pense. Moi, j'avais signé pour 3 ans. Et bon, d'entrée, clairement, je me suis positionné que je voulais rien du tout. Alors eux, ils étaient super contents parce que j'avais des gros tests, j'avais les meilleurs tests physiques de l'équipe, en fait, déjà à l'époque. Mais que ce soit on parle en VO2, puissance au seuil et tout. Donc, eux, ils avaient espoir, je pense, au fond d'eux. Il y a pas, je pense, espoir qu'un jour je me dope, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le gros produit qui était utilisé, c'était l'EPO, l'érythropoïétine. En fait, pour faire simple, l'EPO, ça permet, on en a tous dans le corps. Vous avez tous de l'EPO dans le corps. Mais l'EPO engendre la production de globules rouges. Et pour ceux qui connaissent un peu de physio, le globule rouge, c'est la molécule qui va transporter l'oxygène vers les muscles. Donc plus vous avez de transporteurs, plus vous amenez d'oxygène aux muscles, plus vous êtes performant. Donc la mode de l'époque, c'était des piqûres de PO pour augmenter les taux de globules rouges, l'hématocrite qu'on appelle, et où ils montaient à des valeurs énormes, puisque pour faire simple, chez un homme, c'est entre 39 et 47 la norme quand vous faites une prise de sang. Et eux montaient à cette époque-là jusqu'à 62-63. Ça veut dire que ça fait un sang très épais, etc., qui peut amener derrière à des gros problèmes de santé. Et donc voilà, et j'avais donc du coup les meilleurs tests d'équipe alors que j'avais 42 d'hématocrite. Et ils savaient qu'ils pouvaient monter, il y avait de la marge de progression là-dessus. Donc ils avaient espoir, mais d'entrée je me suis opposé à ça. Et je me suis opposé toutes les années qui ont suivi après, tout le monde qui a suivi. Mais ils ont dû se dire au début, ouais, c'est un petit jeune, un idéaliste, mais bien vite, il va comprendre que... Ouais, tant pis. Au fond d'eux, ils avaient leur stratégie, en fait. Vous savez, la stratégie, elle est assez simple. Moi, je ne m'en cache pas. Bon, déjà, c'était en 96, j'avais signé pour 20 000 francs à l'époque par mois, pendant 3 ans. Donc déjà, c'est un énorme salaire pour moi, 3 000 euros. Je gagnais déjà, je sais plus, peut-être je devais gagner 3 fois plus que mon père qui était ouvrier en maçonnerie et ma mère qui était agent d'entretien. Donc déjà je vivais un rêve en fait, c'était un bonus et moi je voulais bosser dans le bâtiment après. Donc et alors petit à petit, bon,
Donc déjà, je gagnais bien ma vie, mais vous vous rendez compte que rapidement, il y a des primes. Il y a des primes qui arrivent à la victoire, il y a des primes qui arrivent pour l'équipe. Et la première des choses qu'on vous fait déjà, c'est qu'on vous fait faire chambre avec les expérimentés. C'est-à-dire que je faisais chambre avec Richard Virenque, je faisais chambre avec Pascal Hervé, qui était son capitaine, je faisais chambre avec Christophe Moreau, bon bref, tous les coureurs qui savaient faire ça et qui étaient déjà dans le métier. Parce on appelait ça faire le métier à l'époque. C'est-à-dire que quand tu te dopes pas, tu n'étais pas sérieux. Et là, je vous interpelle déjà sur un premier point, c'est-à-dire que dans ce milieu, il faut savoir que la norme était devenue la déviance et la déviance était devenue la norme. Ça veut dire qu'on était 28 coureurs, 27 étaient dopés, il n'y en a qu'un qui ne l'était pas dans l'équipe. Donc ça veut dire que celui qui n'était pas dans la norme, c'était moi. Celui qui ne faisait pas le métier, c'était moi. Et ça, on savait me le dire régulièrement. On savait me dire régulièrement que si je ne prenais pas de produit, je ne gagnerais pas de course. Mais ce n'est pas ça le pire. C'est que si je ne prenais pas de produit, je ne pourrais pas aider mes équipiers. Et là, on commence à vous responsabiliser, à vous dire, ouais, tu n'es pas solidaire de l'équipe, tu ne fais pas ton job. Donc, en clair, on te dit que finalement, tu es égoïste parce que tu ne te dopes pas. Voilà, et après, petit à petit, on le verra au fur et à mesure, on en parlera tout à l'heure, mais il y a plein d'autres anecdotes où on vous amène à ça, où je dirais, où l'anecdote ultime, c'est celle qu'il y a pu y avoir une semaine avant l'affaire Festina, ça c'est l'ultime, mais entre-temps, il y en a eu tant d'autres. Et en fait, l'anecdote ultime, en fait, c'est une semaine avant le Tour de France 98. Il était, donc vous l'avez compris, 98, j'avais pré-signé en 96. Il était question de reconduire mon contrat pour le début de l'année 99. Et souvent, les discussions de contrat se font avant le Tour. Comme ça, tu attaques le Tour, tu es serein. Ou alors celui qui espère vraiment faire une place au Tour, il attend l'après-Tour. Et donc, je suis convoqué, c'est au circuit de Charade, près de Clermont-Ferrand, au championnat de France. Je suis convoqué le vendredi soir, 2 jours avant le championnat, par le directeur sportif et le médecin de l'équipe, qui est un médecin belge, qui de tête, je crois, il gagnait 1000 ou 1500 euros par jour pour venir sur les courses. Donc, il fallait qu'il ait du résultat. Et là, il commence à me mettre sur la table, en fait, mes résultats. On voit très bien. Il ne m'apprenait rien, en fait. Il me montre que c'est moi qui ai les meilleurs tests durant l'hiver. Que, passé le mois de mars, en fait, je me retrouve dans les 2 derniers parce que les autres... voilà, ils ont pris ce qu'il fallait et tout ça. Et ils commencent à me dire que voilà, je fais le job, je suis un bon coureur. Je suis actuellement à 3 000 euros, mais qu'ils ont vraiment envie qu'on continue ensemble. Et donc, ils me proposent de signer pour 2 ans de plus à 4 500 euros. Au fond d'eux, c'est qu'ils ne voulaient surtout pas que j'aille dans une autre équipe et que cette équipe réussisse à me doper, en fait. Au fond, c'était ça, dans leur idée. Ils ne voulaient surtout pas que notre équipe réussisse à faire ce qu'eux n'avaient pas réussi. Et là, donc ils me proposent 4 500. Et là, après, là, ils commencent à me dire, il me dit, mais Pont, tu sais, clairement, je pense qu'on te le dit assez. Si tu prends de l'EPO, hormone de croissance testostérone, donc qui était un peu le pool de produits dopants de l'époque, on me dit, mais là, clairement, nous, on te garantit que tu peux être champion du monde, gagner Paris-Roubaix, faire sur le podium du Tour. Et là, il me pose un contrat sur la table, en fait. Et sur ce contrat, il y avait 45 000 euros par mois. Et donc, j'avais un contrat à 4 500, un contrat à 45 000. Alors, vous comprenez bien que la prise de produit peu hormone de croissance, c'est pas du tout marqué dans le contrat, c'est un engagement oral et ils connaissaient très bien justement mes engagements là-dessus et que je me tenais à tout ce que je disais. Et j'ai signé pour 4 500. J'ai signé pour 4 500. Finalement, après, j'ai fait péter le contrat parce qu'il y a eu l'affaire Festina et je suis reparti en 99 avec la Française des Jeux. Mais vous voyez, ça se joue à pas grand-chose en fait. Ça se joue à pas grand-chose parce que j'étais heureux, j'étais amoureux. Je suis toujours d'ailleurs, mais j'avais pas besoin de chercher autre chose en fait. Et vous savez, j'aurais été encore à cette époque-là, j'avais pas d'enfants, puis je voulais avoir des enfants après ma carrière. Mais j'avais pas de besoin. Quand on me pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait que pour qu'il n'y ait pas de dopage, souvent je dis, il faudrait que tout le monde soit heureux. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de dopage. Parce que les gens vont chercher quelque chose qu'ils n'arrivent pas à obtenir normalement. Ils vont chercher quelque chose qui n'est pas atteignable. Ils se fixent parfois peut-être leur mauvais objectif. Mais il aurait suffi qu'à ce moment-là, j'ai des problèmes avec mon épouse, j'ai un crédit à payer, j'ai fait plein de choses pour que finalement je signe à 45 000. Donc ça veut dire que ça aurait été peut-être dans d'autres circonstances, j'aurais flanché, peut-être. Là, les circonstances faisaient que j'ai pris 4 500. Mais ça devait quand même être difficile au quotidien parce que vous voyez bien qu'en hiver, vous étiez devant aux entraînements et pendant les courses, vous en pouviez plus, vous souffriez, vous aviez mal aux jambes et vous voyez les autres coureurs avancer sans douleur ou presque. Ouais, c'est dur et pas dur en fait. C'est dur quand
quand tu trouves ta satisfaction dans le regard des autres. C'est-à-dire que ça aurait été dur si j'avais envie de réussir pour mes parents, j'avais envie que les gens me reconnaissent comme le champion, ou j'avais envie qu'on me voit comme le vainqueur du tour, ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce que je voulais, moi, c'est être meilleur qu'hier et moins bon que demain. C'est toujours progresser. Et je trouvais dans cette difficulté que les autres soient plus forts que moi, d'autres moyens supplémentaires d'aller plus loin dans la douleur, en fait. Donc, j'ai trouvé un plaisir là-dessus. Après, il y avait d'autres raisons aussi, c'est que eh bien, je me mettais dans une situation où moi, je connaissais la vérité. Et je connaissais la vérité et j'avais finalement des secrets sur eux. Ils n'en avaient pas sur moi. Et vous savez, il y a une anecdote, le Tour de France 80, le championnat de France contre la montre 97. Je me souviens de ce championnat de France parce qu'en fait, ça m'avait quand même bien marqué. C'était la deuxième année qu'on faisait le championnat de France au même endroit. C'est autour de Pontarlier, là-bas. Il y a le lac de Maubuisson, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Et en fait... C'est dans le Jura, ça? Ouais, dans le Jura, c'est ça. Dans le 25, là, ou le Doubs, je crois. L'année d'avant, j'ai fait 4e avec un chrono que je connaissais. J'avais trouvé que je n'avais pas été très bon sur la gestion. Et là, mon objectif, c'est faire un meilleur chrono que l'année passée. Et j'arrive et je m'échauffe. Et vous savez comment on fait? On est là depuis 3 jours ou 4 jours pour la reconnaissance du parcours. Et le dernier jour du chrono, en fait, on ne va pas garder toutes les chambres. On a juste besoin d'une chambre à l'hôtel pour pouvoir se changer après l'échauffement, mettre des affaires sèches et même pouvoir se doucher après la course. Et là, je me retrouve dans la chambre avec 2 autres coureurs de l'équipe à l'époque. C'était Christophe Moreau et Laurent Brochard. Il me semble que c'était ça, c'est eux deux. Et on se retrouve juste avant le départ, en fait. On se suivait quasiment de 3 minutes les uns les autres. Et là, je change ma combinaison. Le soigneur, il m'aide à l'enfiler parce que j'étais trempé de transpiration et je le vois à côté en train de s'injecter la caféine. Donc, ils se font les piqûres. Le soigneur arrive pour le faire les piqûres. Vous savez, c'était rien par rapport à tout ce qu'il prenait à côté. Mais par contre, là, je voyais très bien qu'on allait faire une compète tous les deux, tous les 3, et on n'allait pas les faire avec les mêmes atouts. Et là, on part et au final, je fais 3. Je fais 3, ils font 1 et 2. Et j'ai ce souvenir sur le podium, en fait. L'anecdote, c'est que sur le podium, je me retrouve, je souris, je suis content. J'avais quand même mis 45 secondes ou 1 minute à mon chrono, donc j'étais plutôt content. Et je l'ai regardé pendant toute la Marseillaise, ils ne m'ont jamais regardé. Ils m'ont jamais regardé. Et je descends du podium, et là, il y a un journaliste qui vient vers moi, il me dit incroyable, c'est toi qui es 3e, c'est toi le plus souriant sur le podium. J'ai rien dit. Mais voilà. Mais ça en dit long, en fait. Ça veut dire que ça en dit long parce que le secret, vous l'avez, vous savez qui est le plus fort finalement au final. Mais on parle souvent de... Alors moi, je parle souvent ça et après, j'arrête. Et on parle souvent de... Alors je ne sais pas si c'est les bons mots, mais de vraie estime de soi, en fait. Ça veut dire que pour moi, la vraie estime de soi, c'est s'auto-évaluer. C'est quand je me brosse les dents le soir, je me regarde dans le miroir, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Est-ce que finalement, je me suis priorisé quitte à faire du mal à des gens? Ou est-ce que j'ai agi de manière éthique? J'ai fait du bien à des gens, j'ai agi de manière pour l'intérêt général. La fausse estime de soi, c'est les gens qui ont besoin d'être meilleurs que les autres pour avoir l'impression d'être bons. Ou ils vont se comparer à des gens moins bons qu'eux pour se dire qu'ils sont bons. C'est que par exemple, la personne qui va faire 1000 € au black et qui va dire non, moi je fais rien du tout, regarde, lui, il détourne des millions. C'est la personne qui, moi, au boulot, arrive le matin et me dit oh, t'as vu, elle, à quelle heure est arrivée? Elle est arrivée avec 2 heures de retard. Pour justifier qu'elle travaille bien. Ça, pour moi, c'est la fausse estime de soi. Et finalement, ça, je n'en avais pas besoin. Moi, j'avais ma propre satisfaction, ma propre estime de moi, et c'est pour ça que je faisais du vélo, en fait. Mais alors, Guir, qu'est-ce qui fait que certains sportifs vont être plus vulnérables aux appels du dopage? Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des moments de la vie du sportif qui sont plus dangereuses? Ça tombe bien parce que du coup, ça serait intéressant de faire un rapprochement avec ce que vient de dire Christophe, qui est effectivement très passionnant. Il y a quand même l'idée, au fond, que déjà, alors, il y a 2 choses, moi, qui sont très importantes et qui pourraient être des éléments de réponse à cette question. Il y a cette première idée qu'il s'agit de faire métier. Donc, après tout, la pratique dopante est aussi un enjeu de socialisation très important dans l'idée d'être un sportif de haut niveau. Il y a cette pratique-là. Il y a l'idée que, déjà, même très jeune, dans les études sociologiques qu'on fait, notamment chez les athlètes, il y a quand même l'idée permanente qu'on peut s'améliorer par un substitut, par autre chose, que ça soit... effectivement, alors, il y a le PO, mais il y a des choses bien avant qui sont totalement légales et qu'on peut se procurer assez facilement. Ce sont des techniques. Et on apprend le sport
pas simplement à travers une technique du corps, mais aussi grâce à l'usage de produits qui sont plus ou moins déviants. Ce qui crée aussi des faits de tension, parce que vous arrivez, plus vous progressez dans la carrière, plus cette frontière entre, alors je parle aussi sous ton contrôle, hein, mais plus cette frontière nécessaire entre ce qui est légal et pas légal va aussi s'amenuire. Il y a cette idée-là, et puis il y a donc cette idée de socialisation. Donc c'est pas aussi par l'incorporation de certains produits que je deviens athlète et que du coup je crée des réseaux. Quand on parle d'estime de soi, on parle aussi à la fois de reconnaissance sociale, parce que le lien social qui se tisse repose à la fois sur un système de protection, donc être sous l'égide d'un contrat ou autre, mais aussi grâce à un phénomène de reconnaissance. Compter pour les gens, compter pour l'équipe. L'équipe compte sur toi, tu comptes pour eux. Donc il y a cette idée-là. Et en un sens, finalement, le dopage répond aussi à une logique, qui est une logique déjà d'une part sociale, mais aussi une logique de sociabilité du sport. Deuxième point, moi je trouve qui est aussi intéressant pour comprendre ça, pourquoi il y a des vulnérabilités hautes, il y a aussi les acteurs qui sont très importants. Il y avait cette anecdote justement du président et aussi du médecin, et il faut prendre en considération quelque chose qui est à mon sens fondamental, et ça répondra aussi, alors du coup je fais une pierre deux coups, mais ça répondra aussi à la question précédente, à savoir à partir de quand, à partir du moment où aussi les médecins du sport ont une importance considérable. Il faut savoir que la médecine sportive, elle émerge notamment après la Seconde Guerre mondiale, et c'est souvent, alors dans cette historicité, dans cette sociographie, c'est souvent d'anciens médecins militaires. Parce que le sport est toujours le champ d'expertise de l'armée. C'est à travers les athlètes qu'on va tester les capacités humaines, les capacités de résistance, les capacités de performance. Et les médecins du sport vont avoir un rôle considérable. Et c'est ce qu'on peut appeler en quelque sorte des entrepreneurs de morale. Et c'est eux qui justement vont indiquer, vont voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Ils ne viennent pas simplement détailler, faire une somme des capacités du champion ou de l'athlète. Ils viennent produire un discours sur la potentialité, ce qui est totalement différent, sur quoi l'athlète on peut miser. C'est un peu un pari en fait. Derrière l'idée du sportif, il y a l'idée d'une promesse. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'entrepreneur de morale, c'est qu'il y a une morale qui est inculquée. La morale de la promesse, la morale du dépassement permanent. Et face à ça, effectivement, on est plus ou moins armé face à ces récits-là. Donc parfois, on se structure avec tout un réseau de sociabilité qu'on s'est construit en dehors du sport, donc avec effectivement ce qu'on peut témoigner du lien familial. Je ne sais pas, est-ce que finalement, venir d'un milieu où le travail a une place prépondérante, où le sens du travail est inculqué de telle ou telle sorte, fait que du coup, on s'arme, on a tout un ensemble de capitaux et de ressources qui nous permettent de faire face, ou est-ce que finalement on est aussi captivé aussi par une sociabilité qui vous pousse à faire ça? Souvent ça peut être aussi le cas, mais prenez d'autres champions. Moi je vais sortir un peu du domaine du vélo parce que c'est aussi je trouve assez agréable aussi de parler d'autres sports, mais bien sûr. Si on prend les athlètes, on peut prendre aujourd'hui Kylian Mbappé qui sait à peu près gérer sa carrière, qui sait très bien faire. Il le fait parce que socialement il y a aussi des parents qui ont été dans le milieu et qui ont les ressources et les armes nécessaires pour pouvoir lui édicter une conduite qui potentiellement ne lui portera pas préjudice. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Les parents surinvestissent la carrière des enfants ou autres, et finalement, ça crée des tensions et la sociabilité est impactée. Si on pense... Moi, j'ai toujours une anecdote assez drôle parce que je travaillais sur l'Ormanodou, je travaillais sur des personnes vulnérables. Et vous savez, la plupart des médailles des athlètes de haut niveau, souvent, se retrouvent au domicile des parents. Les athlètes ne les gardent pas pour eux. Alors, ils vont vous dire directement, oui, c'est parce que chez mes parents, c'est pas trop où ils vivent et puis c'est mieux pour la garder et tout. Mais il y a cette idée de reconnaissance. Il y en a d'autres qui vous disent, non, mes parents sont sacrifiés pour ça et je leur dois de leur remettre cette médaille et c'est chez eux qu'elle doit trôner et pas chez moi. Donc, finalement, il y a effectivement cette lutte permanente pour la reconnaissance qui est primordiale et qui fait que si on n'est pas armé, si on n'a pas de ressources, effectivement, ça peut être très, très compliqué. Pour ajouter justement par rapport à ces conduites dopantes, il y a d'autres aspects. C'est vrai que quand on parle de reconnaissance, et souvent on parle de santé, on dit le discours que moi, contre lequel je me bats depuis des années, c'est ne vous dopez pas, c'est dangereux pour la santé. Parce que déjà, si on prend la définition de la santé, telle que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le définit, pour faire simple, c'est l'équilibre entre le bien-être physique, mental et social. Régulièrement, moi je suis aujourd'hui trailer, je suis coach en trail et je vais tous les ans à Chamonix pour, il y a l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Les gens ils partent pour faire 170 km autour du Mont Blanc. Et souvent, je prends comme anecdote, vous savez, je les regarde arriver tout le temps. Au bout de, il y a les premiers mettent 20 heures, les derniers vont mettre 50 heures quasiment, et je les regarde passer la ligne. En fait, les 3/4 ne peuvent plus marcher. Pendant 3 semaines, ils vont avoir mal partout. Peut-être que dans 20 ans, ils ne pourront plus courir, voire avant, dans 10 ans. Et pour autant, vous les voyez le lendemain dans la rue avec la banane. Mais ils ont une banane énorme, vous les voyez dépasser, et vous voyez marqué en gros dans le dos, finisher. C'est-à-dire que ces gens, finalement, ils sont en train de s'user les genoux,
peut-être qu'ils pourront plus courir dans 10 ans. Par contre, mentalement, ils sont heureux parce qu'ils ont réussi leur défi, ils ont réussi à le faire. Et socialement, ils sont reconnus comme des finishers. Ils ont réussi à faire l'UTMB. Et ces gens ont choisi cette santé-là. C'est-à-dire qu'avoir tout à 100%, bien-être physique, mental et social, c'est pas facile. Et à un moment donné, on est obligé de faire des choix. Ça peut être pareil pour la boxe, le rugby, où j'ai pas l'impression qu'ils mettent la santé physique en premier. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que, par exemple, il y a aussi l'effet de groupe, le besoin d'appartenance. Moi, la première fois où on m'a proposé des produits, donc par exemple le pot belge, c'est un mélange d'amphétamine pour faire la fête qu'ils utilisaient, ou certains sur des critériums. Ça faisait 11 mois que j'étais pro. J'étais un jeune néo-pro. C'était donc en 96. On a été invités dans le Grand Sud-Ouest, les 12 coureurs du Grand Sud-Ouest, à faire le jour de l'an chez le plus grand coureur de l'époque, français. Et donc on était une douzaine et arrive minuit, on m'appelait Babaz dans le milieu. Babaz, viens avec nous. Et tous les coureurs étaient réunis dans la cuisine et l'hôte qui nous accueillait dans sa maison de 500 mètres carrés. On descend au sous-sol, on traverse le grand sous-sol où il y avait une Porsche d'un côté, une BMW de l'autre et tout. Donc des choses qui pourraient faire rêver en fait, un tout jeune. Et on arrive au bout du sous-sol dans un angle comme ça, brut. Vous savez comment c'est un sous-sol, il y a des trous dans les murs. Et l'autre commence à sortir du mur des choses enveloppées dans du sopalin. Et on était en arc de cercle. Je me vois toujours le néo-pro un petit peu à l'écart, donc à la fin de l'arc de cercle. Et il commence à distribuer au premier. Et avant que ça m'arrive à moi, le premier déroule. À l'intérieur, il y avait une petite piqûre comme ça, type insuline, où à l'intérieur, il y avait le pot belge. Le but, c'est quoi? C'est de faire une piqûre, une intramusculaire dans l'épaule, d'amphétamine, plein d'autres choses qu'il y avait à l'intérieur, caféine et plein de choses, pour faire la fête. Boire l'alcool à la bouteille et tenir la nuit, en fait. Et là, il arrive à moi, l'autre, et il me dit allez, Babas, ce soir, tu vas rentrer dans la famille. Et il me tend la seringue dans le sopalin. Je refuse, parce que moi, c'est bon naturel. D'ailleurs, il est choqué que je refuse, parce que c'est un cadeau qu'il me faisait. C'est un cadeau, il me disait on te prend avec nous. Je le refuse, mais imaginez, je veux dire, un gamin, ça, même s'il n'est pas d'accord avec ça, même s'il n'est pas d'accord avec le fait de prendre des produits, est-ce qu'il sera capable de dire non? Est-ce qu'un gamin que vous avez mis à l'école depuis l'âge de 5-6 ans, derrière un bureau, à écouter le professeur, à quasiment pas avoir le droit de dire non, même si ça évolue, je ne dis pas le contraire, mais... Et il arrive, il est jeune footeux, il a un Mbappé, un Messi qui lui dit allez, ce soir tu vas rentrer dans la famille, prends ça. Est-ce que même s'il les contre, il sera capable de dire non? Je ne suis pas certain. Donc ça aussi, ça fait partie de ce besoin que certains peuvent avoir d'appartenance, ou cette capacité ou pas de dire non, font que, à un moment donné, on va plonger là-dedans et c'est un premier pas et qui peut ensuite facilement évoluer vers le reste. Et alors justement, quand on est jeune coureur, quelle est la pression la plus difficile à supporter? C'est celle de l'appartenance au groupe? Non, moi, ce qui était le plus dur pour moi, c'est l'injustice, en fait, le mensonge. C'est de voir qu'on montrait aux gens un cyclisme qui n'était pas le vrai, quoi, en fait. Et honnêtement, ce qui m'a fait le plus mal dans ce milieu, c'est que la vérité ne soit pas connue. Pas parce que moi j'étais troisième et que j'aurais mérité d'être premier, et ça au final je m'en fiche un peu, mais c'est de mentir aux gens. En fait, vous savez, quand moi j'interviens dans la prévention, comme je dis, quand on fait de la prévention, on va essayer d'agir sur 3 niveaux. En prévention de dopage, par exemple, je parle du produit, de l'individu et de l'environnement. Et souvent, déjà, quand on parle de dopage, franchement, le produit, on est mort. Quand je dis on est mort, c'est difficile de travailler sur le produit parce que aujourd'hui, les générations, on réfléchit beaucoup à court terme. Et le produit, on a beau dire ce qu'on veut, mais un produit dopant, si vous le prenez, vous allez être plus fort. Donc là, je ne peux rien contre ça. Si je leur explique qu'à long terme, ils vont avoir des problèmes de santé, ça n'a pas trop d'effet finalement. Donc là, je ne peux pas jouer grand-chose. Par contre, ensuite, on peut jouer sur l'individu, même si c'est plutôt à jeune âge. Je veux dire, peut-être, quand on parle de compétences psychosociales, c'est plutôt peut-être à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans. Mais après, là où on peut beaucoup influencer, c'est sur l'environnement. Et comme j'ai toujours eu comme principe, comme je le dis, c'est que quand tu veux être libre dans la vie, en fait, il ne faut pas avoir de secret. Ou du moins, il ne faut que surtout pas les autres en aient un sur toi. Et donc, j'ai toujours eu comme principe de faire que les choses que je pouvais assumer. Et ça, pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'aurais pas été capable de l'assumer, je n'aurais pas été capable d'en parler à mes proches, je n'aurais pas été capable de parler à tous les gens que j'aimais, en fait. Donc, ce qui m'a vraiment tenu, c'est ce côté de ne pas pouvoir vivre dans le mensonge. Mais alors, est-ce que ce refus du cadeau là, de votre coéquipier, ça a changé quelque chose à vos relations, à votre place? Oui, oui, parce que j'étais plus... De toute façon, la suite
confirmé ma position de ce soir-là, en fait. C'est-à-dire que je me suis opposé à tout, même dans l'équipe Festina, hein, au bout de 11 mois, je ne cache pas, la première réunion qu'il y avait de l'équipe, une saison était passée, on fait le bilan à la réunion du mois de décembre, une des personnes de l'équipe qui était chargée de faire le calcul des primes sur l'année fait le bilan, je crois qu'on avait gagné, je ne sais plus combien, c'était peut-être l'équivalent de 2 millions d'euros, je ne sais plus. Et là, il commence à expliquer 2 millions, bon, 50% pour les produits, il reste 1 million à partager. Et là, moi, c'est 11 mois que j'étais néo-pro. Et je lève la main, je dis, mais attendez, c'est pas normal que je paie les produits des autres. Pourquoi vous me prélevez? Alors que j'avais rien à mener dans la caisse, on est bien d'accord. Mais c'est que déjà, j'étais en opposition et j'exprimais le fait et je l'assumais. C'est-à-dire que j'étais pas à le faire comme ça discrètement. Voilà. Et indéniablement, après, quand j'ai commencé à parler comme ça, quand je parlais, peut-être certains pouvaient éventuellement voir le mal qui était en eux. Je ne sais même pas si pour eux c'était le mal. J'en sais rien. Je pense que le mal c'était moi. Et donc ça a commencé à mettre des tensions. Et je ne vous cache pas qu'au bout d'un an et demi, les relations avec Virenque et les autres n'étaient pas bonnes du tout. Alors justement, en parlant de cette pression du groupe, du collectif, juste après notre rencontre, à 21h, vous aurez la projection de ce film que vous avez choisi, d'ailleurs, Christophe, très intéressant, qui s'appelle L'équipier de Karen J. Walsh et qui revient de manière fictionnée sur le Tour 98 et ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Festina. Et qui montre donc ce qu'on appelle les équipiers, c'est-à-dire les hommes de l'ombre qui ne gagneront jamais, enfin en tout cas rarement, qui se démultiplient, se crèvent la paillasse pour les leaders et qui en fait se dopent et risquent leur vie au nom du collectif. Et je vous propose de regarder la bande-annonce pour vous donner un avant-goût et un peu une idée de l'ambiance d'une équipe. I take this opportunity to say what an honor it is to host the first Tour de France outside mainland Europe. Dom is going to be riding in the Tour de France on Saturday. Are you going to win? No, I'm a support rider. I use my energy for the lead rider to win. Don't you ever want to win yourself? Of course. But that's a dream. I hear this is your last tour. Tough shit. I need to know about next year. My contract. You're nearly 39 years old. What do you want me to say? The team needs your focus. Nothing to distract you. What's the worst that can happen? If you don't take it, you won't win. Now give me. Why risk your life like that? Everybody does it. You're not even allowed to win. You're a loser. Professional loser. Tour starts tomorrow, 10 a.m. After the ground depart, you're out of contract, free to go. Without a bike, I'm nobody. 3, 2, 1. Donc quand on voit, Christophe, le coureur qui se relève la nuit, c'est pour fluidifier le sang, c'est ça, pour pédaler? Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'était une époque où il montait à 62, 63 hématocrites. Et les records, c'est Bjarne Riis, Marco Pantani, je crois, qui étaient dans ces eaux-là. Et en fait, ça veut dire que le sang est épais, comme du mercure quasiment, et le cœur a du mal vraiment à pomper, puisque c'est très épais, avec une baisse du rythme cardiaque qui descend très très bas, puisque à chaque battement, il envoie plus d'oxygène, donc du coup, il a besoin de moins battre, et qui peut amener parfois un arrêt cardiaque. Alors moi, ça, clairement, je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais vu en tout cas, je l'ai jamais vu, mais c'est vrai que ça a pas mal circulé l'info. Après, ça peut s'expliquer, mais ce qui est intéressant dans ce film, je trouve, il y a un deuxième film aussi que peut-être certains ont vu, c'est The Program, c'est l'histoire de Lance Armstrong, mais celui-là a la particularité de montrer la majorité en fait des coureurs, dans quelle situation ils se trouvent. Parce que Lance Armstrong est l'unique qui a mis en place quelque chose pour gagner le Tour. Donc lui, c'est quelque chose qui a construit quelque chose et il l'a décidé. Là, c'est de nombreux coureurs qui finalement subissent un système. Et on voit très bien pourquoi faire finalement, pour parfois juste conserver un contrat, parce que peut-être qu'il y a une famille à nourrir ou quoi que ce soit, et peut-être que même parfois ils ne le font pas pour eux.
Ils le font juste pour leurs proches. Ils le font juste pour rendre heureux les gens autour d'eux. Donc, et c'est tout l'intérêt. Seguir, en préparant cette rencontre, vous m'avez fait remarquer qu'on pouvait voir le dopage aussi d'une autre manière, pas forcément comme une façon de tricher, mais aussi comme un moyen de corriger les inégalités de naissance. Oui, parce qu'il faut comprendre que effectivement le dopage fait partie que les corps ne sont pas égaux en fait dans les sports, malgré tous les efforts possibles, inimaginables, malgré certaines techniques, et parfois il y a l'idée quand même qu'on peut corriger certaines inégalités de fait, des inégalités corporelles, grâce à la prise d'artifice en quelque sorte. Ça questionne la norme en fait, finalement. C'est la question de la norme, c'est la question de l'égalité du sport, c'est la question de la méritocratie. Est-ce qu'on est méritant quand on est bien né? Il y a cette idée que parfois la technique ne répond pas et qu'il y a besoin peut-être d'un surplus pour pouvoir performer. Et en un sens, ce qu'il faut questionner à travers ces pratiques-là, c'est justement toutes les promesses qui sont faites dans le sport de haut niveau, qui sont l'idée que d'un moment, le spectacle sportif soit un gage d'assurance entre des gens parfaitement égaux et une méritocratie qui soit parfaitement bien établie. Et ça n'a au fond en fait de sens que parce que la société est idéalisée de la sorte. On rêve finalement d'une société où tout le monde serait égaux et le plus méritant serait celui qui l'aura vraiment mérité. Mais sauf que dans les faits, c'est pas du tout ça. Et le sport se veut encore aujourd'hui comme une forme de théâtralisation de ces grands principes-là, et dans lequel le dopage justement peut jouer et participe en fait à ce spectacle sportif. Voilà, il faut pas voir. Alors souvent, c'est ça qui est présenté parfois dans l'imaginaire collectif, l'idée que le dopage serait un contre-modèle sportif, mais au contraire, ça participe aussi à cette grande idéologie sportive. Et il faut pas voir ça comme quelque chose qui viendrait au contraire mettre à mal, mais justement qui est aussi un tenant et qui permet aussi qu'on conserve un peu cet aspect-là. Oui, parce qu'il y a des inégalités de naissance, il y a aussi familiales. Est-ce que les parents vont pousser ou pas? De social, est-ce qu'on a les moyens d'avoir accès aux endroits où s'entraîner? Effectivement, pour le coup, ce type d'usage, ce type de procédé, en fait, répond aussi à des enjeux de pouvoir très, très importants au sein même des organisations sportives, au sein même du sport tel quel. Est-ce que les mieux lotis n'ont pas accès aux meilleurs produits? Et ça, c'est un peu aussi le reflet des conditions sociales modernes. Je veux dire, on se pose la question du dopage dans le sport, mais le dopage est présent partout dans la société. Les gens, vous prenez des étudiants en médecine, des enquêtes, ils prennent des produits pour tenir le coup. Énormément de gens prennent des produits pour répondre aux attentes qu'on leur a fixées. Et dans ce cas de figure, c'est un peu comme les vraies problématiques de richesse, même dans le sport. On reproche aux footballeurs de gagner trop d'argent, et on va reprocher aux sportifs de se doper, alors que potentiellement, dans la société, les gens se dopent et le font aussi de la même manière. Donc, il y a des logiques qui sont comme ça. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas les mieux armés qui finalement réussissent à se doper? Parce que il y a l'idée du dopage, mais il y a l'idée aussi de cacher ça. Enfin, il y a l'idée de prendre des produits, mais il y a aussi l'idée aussi de cacher les produits qu'on prend. Donc l'idée de s'armer du meilleur médecin. On parlait de ça. Christophe parlait tout à l'heure du prix qu'on payait pour avoir un médecin du sport. Il y a un marché du médecin sportif. Voilà, il y a un marché. On va chercher ailleurs, à droite. On va chercher le meilleur produit. Donc, est-ce que c'est le plus performant, le plus cher? Il y a l'idée aussi de la détectation. Enfin, c'est un jeu. Et justement, l'idée du dopage, c'est aussi toujours de jouer avec la règle sportive. Il y a toujours l'idée que on fait émerger des règles qui arrivent toujours après coup. Le principe aussi de la loi, c'est qu'elle vient normer, vient légitimer quelque chose après coup. Et dans ce cas de figure, il y a toujours ce jeu, toujours permanent. Donc, c'est aussi un esprit sportif en quelque sorte. Ça fait partie de l'esprit sportif. Voilà. Alors, ce qui a un petit peu amené pas mal de déviance. Christophe en PLS. Non, mais j'entends totalement ce discours, mais ce qui a. Je tiens à préciser que je fais pas de morale. Là, je suis là pour faire de la morale. Mon point de vue ne s'exprime pas. Je suis là pour relater des faits qui sont censés être des faits un peu sociologiques, mais je dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste que. Mais en plus, je suis en partie d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on en est arrivé là, c'est que il faut pas oublier que le sport est avant tout fait. Ça, c'est là une fois de plus, c'est mon avis, mais il est avant tout fait pour être pratiqué et pas être regardé. À partir du moment où on a commencé à utiliser le sport à des fins de comparaison, à des fins de victoire et pour qu'il soit regardé, c'est là où les déviances sont arrivées. Albert Jacquard,
qui plus là disait en fait, on lui a fait dire qu'il était contre la compétition. Au final, pas trop. Il expliquait juste que la compétition doit être revue. C'est-à-dire que je ne dois pas battre les autres, je dois être plus fort que moi grâce aux autres. C'est-à-dire que je dois m'aider des autres pour aller atteindre mon excellence. Et l'origine du sport, elle est avant tout là, en fait. Et en fonction de la philosophie que vous avez, comme je disais tout à l'heure, si votre objectif est de battre les autres, si l'objectif de la France est d'avoir 82 médailles, c'est sûr que derrière, on n'est pas du tout, on ne met pas des objectifs d'atteindre son excellence. Moi, clairement, je le dis. Moi, je devrais donner un objectif de la France pour les prochains Jeux, ce serait que les athlètes atteignent leur excellence le jour des Jeux, le jour de la compétition. Vous voyez, comment aujourd'hui on peut se fixer comme objectif des médailles? Déjà, moi je suis coach en trail, si déjà j'arrive à maîtriser 80% de la performance de mon sportif, c'est déjà énorme. Pour qu'il gagne, il faut que je maîtrise la performance de mon sportif et que je maîtrise la performance des autres sportifs que je n'entraîne pas. D'autant plus. Donc, comment vous voulez mettre comme objectif quelque chose que vous ne maîtrisez pas? Donc, déjà, ça, c'est quelque chose de totalement incohérent. Après, par rapport à ce que je disais aussi par rapport au sport, et c'était, je crois, l'intervention juste avant, vous savez, à force de dire aussi que le cyclisme est inhumain, ça justifie énormément la prise de produit. Quand tous les coureurs cyclistes font le Tour de France, ils entendent autour d'eux qu'on leur dit que ce qu'ils font, c'est inhumain, eux, ils se justifient de prendre des produits. Donc ça veut dire qu'il y a tout un discours comme ça que l'on peut mettre, mais qui fait vendre finalement ce discours, de dire que c'est inhumain, que c'est super dur, que ça roule très vite, etc., qui fait que ça amène au dopage, hormis le côté où c'est de la compétition pure et dure et battre l'autre en fait. Alors Séguir, vous m'avez dit aussi, en fait le dopage on le présente beaucoup comme une déviance, mais finalement c'est pas une déviance, ça fait partie du groupe social du sport, parce que c'est... finalement, les acteurs de ce dopage font partie du sport. Alors, ça reste une déviance parce qu'une déviance est toujours liée à une norme. Donc, il y a des gens qui établissent des normes et à partir de là, il faut pouvoir. Il y a des acteurs, des entrepreneurs qui. Quand je dis entrepreneurs, c'est des gens qui ont le pouvoir d'établir des normes, et ils établissent des normes. Et le dopage, effectivement, est toujours en quelque sorte déviant, parce qu'il s'affranchit de la règle, mais l'usage, parce que c'est très bien ce que disait Christophe tout à l'heure, c'était que la conduite, justement, dopante, est en quelque sorte, s'inscrit en quelque sorte dans la sociabilité. Et dans l'idéologie, ce qu'on pourrait appeler l'idéologie sportive, alors ça rejoint tout ce qui a été dit précédemment, c'est ce rapport à l'intensité des corps, ce rapport à l'intensité de l'effort, qui est la prémisse fondamentale des athlètes. Les athlètes sont dans cette acceptation-là quand ils rentrent dans cette idéologie-là. Alors il y a des gens qui peuvent en sortir plus ou moins, mais quand vous rentrez, quand vous êtes sportif de haut niveau, quand vous commencez à avoir une sociabilité, une socialisation qui se tourne autour de la pratique sportive, vous avez ce qu'on appelle un effet tunnel. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous pratiquez en bas de chez vous, finalement vous êtes bon, et puis le temps, l'espace se contracte autour de ça. C'est-à-dire que les horaires vont être aménagés pour que vous puissiez être pratiquant, que vous puissiez performer, vous allez vivre dans un espace qui va être de plus en plus resserré autour de la pratique, donc vivre avec vos semblables, ce qui crée des tensions pas possibles, parce que c'est très compliqué de se faire ami avec quelqu'un qui est aussi un concurrent, ou d'avoir un rapport de filiation avec un entraîneur qui peut du jour au lendemain vous dire non mais c'est fini, faut que tu quittes le lieu. Surtout quand vous êtes à l'adolescence, qui plus est. C'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant on met en lumière tous ces rapports de domination, et je pense que c'est ce qui prend d'ailleurs... c'est le sujet sans doute le plus important actuellement, c'est tout ce qui se passe, tous ces événements-là qui se passent dans les fédérations sportives et dans le sport de haut niveau dans sa globalité. Mais voilà, on est dans ce processus-là, et en quelque sorte, les conduites déviantes font partie en quelque sorte de tendre, essayer d'aller prendre quelque chose, essayer d'être meilleur que l'autre dans ce rapport à la compétition. Et ce rapport à l'idéologie sportive est aussi quelque chose de tellement puissant qu'on est capable de souffrir aussi. Il y a la question des risques. Et pourquoi les médecins du sport sont présents dans le sport déjà, comme son nom l'indique. Mais pourquoi ils sont présents? Ils sont présents parce que le sport, c'est toujours aussi la gestion du risque. Vous produisez de la performance, mais normalement, il faut atténuer tout l'investissement que vous effectuez. Voilà. Il faut que quelqu'un vous prémunisse de tous les dangers que ça peut contenir. C'est le cas. On parlait des rugbyman tout à l'heure, mais les rugbyman, la gestion des risques est dominante, surtout aujourd'hui avec le principe des commotions cérébrales ou autres, où on prend tout un tas de passettes, mais ça ne fonctionne pas. Il y a quand même cette idée-là, quand même, que la gestion des risques est présente, les médecins des sports sont présents, mais cette capacité des athlètes à souffrir, elle est extrême. Je veux dire, on accepte, ça fait partie du jeu. On ne se pose pas de question de savoir est-ce que non, je me ménage tout. Non, la souffrance, et même la souffrance,
est un indice de performance. Si je ne souffre pas, si je n'éprouve pas des choses, je ne peux pas être performant. Et je recherche et c'est très très particulier, ça crée une forme de masochisme. Alors je rentrerai pas dans des explications un peu liées à la psychanalyse du sport ou autre, mais il y a cette idée-là. Il y a cette idée qu'on rentre dans une espèce de sphère, et la représentation du monde telle qu'elle est vécue est totalement bouleversée par rapport à l'ensemble des mortels. Il suffit juste d'aller à l'INSEP. Vous allez à l'INSEP, vous voyez des corps totalement différents, et vous voyez des gens qui sont qu'entre eux, et qui sont tournés vers leur pratique de manière très très puissante. Et ça se rend compte même dans les interactions que vous pouvez avoir avec eux. Et eux se rendent compte parfois des réalités de la vie en se disant « Ah ben non, mais il se passe ça. » Et c'est très compliqué aussi à gérer parfois. Et c'est ce qui rend très compliqué à gérer justement les arrêts de carrière ou les reconversions. Ouais. Christophe, vous avez témoigné à l'époque que c'était pas du tout quelque chose de clandestin, que les médecins ils se baladaient dans les couloirs d'hôtel avec tout le matériel dopant au vu et au su de tout le monde, c'est ça ? Oui. Oui, c'est avant que l'affaire Festina éclate, c'est sûr que tout le monde, c'est Festina qui a pris, mais c'est pareil dans toutes les équipes, alors pas comme ça dans les hôtels, mais enroulé autour d'une serviette de bain, et puis tout passé. Donc, ouais, ils étaient tous là-dessus. Les médecins avaient leur vrai rôle à jouer, ainsi que les soigneurs. Alors après, je reviens à ce qu'il disait, et je suis 100% d'accord. Vous savez, ça a un vrai lien, le côté, à partir du moment où la médecine est rentrée dans le sport de haut niveau. Moi, clairement, et je le dis ouvertement, et je vous l'exprime comme ça, c'est qu'aujourd'hui, si j'avais voulu protéger ma santé physique, je me serais dopé, clairement. Clairement, si j'avais attaqué le sport de haut niveau en disant il faut que je protège ma santé physique, je me serais dopé. Juste là, une anecdote en 97, Tour de Suisse, 8 étapes, très très dur en Suisse. Et au bout du 6e jour, je crois, j'avais déjà enchaîné pas mal de courses avant. Je suis convoqué. Alors à l'époque, c'était que le PO était interdit, mais il n'était pas détectable. Donc la solution qu'avait trouvée l'Union cycliste internationale, au niveau international, ils avaient limité l'hématocrit à 51. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait plus de 51, on n'avait pas le droit de prendre le départ. C'était pas vraiment une suspension, mais c'est une interdiction, une sorte de médecine du travail. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, les matins, passaient ce qu'on appelait les vampires, c'est des préleveurs envoyés par l'Union cycliste internationale, la fédération internationale. Ils venaient prélever du sang sur le coureur, ils mettaient dans une centrifugeuse pour mesurer l'hématocrit, et soit tu passais, soit tu passais pas. Et globalement, comme ils étaient tous à l'EPO, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils géraient pour être à 51, 50, 51, pas plus. Et pour gérer, ils faisaient leur piqûre de PO, mais surtout, tous les soirs, il y a le médecin qui passait dans les chambres pour prendre du sang au bout du doigt, et donc j'y passais moi aussi. Et pour mesurer dans une mini-centrifugeuse, ils mesuraient l'hématocrit, et si jamais il y en a un qui était à 50, 51, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient dans la chambre, ils aménageaient la chambre, ils enlevaient le cadre qu'il y avait au-dessus du lit. À la place, ils mettaient un cintre en ferraille qui retournait, donc ils faisaient crochet, ils suspendaient un baxter, c'était une poche de 500 ml d'eau. Et si jamais le matin, les vampires arrivaient, on envoyait Basson, puisqu'avec moi, il n'y avait aucun risque. Je leur faisais perdre 3-4 minutes, et pendant ce temps, l'autre, il s'injectait un demi-litre d'eau dans le sang. Comme c'est une concentration, il passait de 51 à 48 d'hématocrit, et il passait le contrôle comme ça, sans problème. Et là, un matin, il y a le docteur qui me convoque dans la chambre, il me dit « Bon, Christophe, il y a un problème. » Il me dit « Ah bon ?» Il me dit « Tu as 35 d'hématocrit. » Ça ne va pas du tout. Un homme, c'est entre 39 et 47 pour faire simple. Il me dit « Tu es anémié, c'est plus possible, tu peux attraper à tout moment une mononucléose, une grande maladie, mettre ta saison en l'air, voire ta carrière en l'air. » Et il me dit et donc là, franchement, tu sais, moi je suis médecin. Moi, j'ai une solution. C'est très simple. J'ai dit, je te fais une piqûre de PO. Je te remonte à ton taux normal, qui est de 42, et tu es guéri. Vous allez voir le médecin, vous manquez de fer, vous manquerez du fer. Vous en prenez, vous n'en prenez pas. C'est la question que je vous pose. Lui, il est là, il m'explique qu'il est médecin, il est là pour me soigner. Est-ce que j'aurais dû ou pas ? Moi, je l'ai refusé. Le lendemain, gros, il s'est épuisé, je loupe un virage, ça m'a mis une poubelle. Fort heureusement, je ne me fais pas trop mal, mais je rentre à la maison. Et là, on me reproche bien sûr que je ne suis pas là pour aider l'équipier qui pouvait faire le podium au Tour de Suisse. Bien évidemment, donc, il y a tout ça qui s'accumule dans tout ça. D'autres exemples, je veux dire, quand vous partez 3 semaines au mois d'avril, mars-avril, pour faire les Flandriennes, Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, etc., que vous rentrez à la maison et que finalement, pendant 3 semaines, 4 semaines, vous êtes sur le fil du rasoir. Vous savez, le fil du rasoir, un homme, au bout d'un moment, vous avez la testo, ça descend. Vous rentrez à la maison, vous ne pouvez plus rien faire pendant 15 jours. Il n'y a plus de libido, plus quoi que ce soit. Jusqu'au moment où votre épouse vous demande si vous l'aimez toujours. Est-ce que c'est ça la santé ? Alors que les autres, ils sont gavés de testo et tous les soirs, ils sont avec les miss qui arrivent dans les chambres, ils font du grand n'importe quoi. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais et là, vous vous posez même des questions quand même. Où elle est la santé ?
Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? Et c'est bien le côté vouloir progresser et mon amour-propre qui fait que j'ai tenu. Parce que ça aurait été purement la santé, je pense que je plongeais. Justement, pour la question de franchir ou pas le pas, vous avez une règle, c'est que vous faites une distinction très nette entre ce qui peut être légitime et ce qui est légal, licite, c'est ça? Oui, en fait, alors souvent quand j'interviens auprès des jeunes, souvent je leur demande, c'est déjà à leur âge déjà qu'ils commencent à écrire. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, ça évolue petit à petit, c'est d'écrire déjà où ils mettent la limite et qu'ils la reprennent, qu'ils la mettent dans leur table de chevet, que régulièrement ils se rendent compte si la limite est toujours la bonne ou si elle progresse petit à petit. Parce que souvent, quand on se met cette limite qui est floue entre la conduite dopante et le dopage, à partir de quand la conduite dopante démarre? Et bien finalement, on se rend compte que quand on vit dans un milieu comme celui-là, petit à petit, la définition s'autorise, on se légitime de plus en plus de choses. Et souvent, c'est vrai que, comme on dit, donc le dopage, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est illicite, c'est interdit par la loi. Moi, souvent, je prends un exemple, comme je dis, quand j'ai fait sur des interventions, je vous dis, voilà, j'interviens auprès de jeunes et je dois terminer à 16h30. Pourquoi je dois terminer à 16h30? C'est que je dois récupérer mon gamin qui a 6 ans, qui sort de l'école. Il a à peine 6 ans et je sais que j'ai oublié de dire, là je dois terminer à 16h30, c'est super dangereux. J'ai oublié de lui dire de faire attention si un jour j'arrive en retard. Et là, ce jour-là, les jeunes avec qui je parle sont bavards. Ils me posent des questions, on finit à 16h35. 16h35. Et là, face à moi, j'ai un choix en fait. Soit je pars, je récupère mon fils à 17h05, au risque où il se fasse écraser, et je m'en voudrais toute ma vie, parce que j'ai eu 5 minutes de retard. Ou alors je prends la rocade, je roule à 130, je sais où il y a le radar, je ralentis à 90, je réaccélère après et je récupère mon fils à l'heure. J'ai même pas pensé que peut-être je pouvais tuer des gens sur la route. Ma priorité, c'était récupérer mon enfant à l'heure parce que le risque principal, c'était qu'il se fasse écraser. Et je m'en voudrais toute ma vie. C'est-à-dire que là, je me suis créé mon légitime. Je me suis donné le droit de dépasser la vitesse limitée parce que pour moi, le plus important, c'était récupérer mon fils à l'heure. Le dopage, c'est la même chose. Tout le monde a une excuse pour cela. Tout le monde a une excuse pour cela, et même parfois, l'excuse, vous savez laquelle c'est? C'est l'égalité de chance. L'égalité de moyens, comme on disait tout à l'heure. Là, le petit truc, j'étais intervenu à l'INSEP il y a 3 ans de cela, où on m'avait demandé de mettre un atelier sur la prévention du dopage. Ils faisaient plein de sports à côté, un atelier de prévention de dopage. J'avais fait des mots croisés. Ils devaient trouver 7 mots qui avaient trait au dopage et santé. Donc ils arrivaient par groupe il y avait des équipes de 8, et à chaque fois il y avait 10 équipes qui arrivaient. En tout, ils étaient 800. Et donc j'ai eu 10 fournées comme ça. Et à chaque fois, ils se mettaient sur une table, et sur la table, je leur amenais la grille de mots croisés. Et je m'étais dit, il y a 2 équipes à qui je vais leur proposer une grille plus facile, où il y aura la première lettre sur chaque mot. Donc c'est quand même bien plus facile. Les 5 premières fois, les 5 premières fournées, j'y vais, je leur dis, bon écoutez, je passe à toutes les tables et je dis à 2 de ces tables, bon écoutez, là vous avez 2 grilles, une facile, une difficile, laquelle vous prenez? À 90%, ils ont pris la facile. Les 5 fournées d'après, j'y vais, je vais y voir, je vais dire, bon écoutez, là je ne vous propose qu'à vous. Je vous propose une grille facile. Vous la prenez ou vous ne la prenez pas? Personne ne l'a prise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la première fois, ils pensaient, quand je leur présentais, que tous les autres avaient la possibilité de prendre la facile. Donc ils ont tous pris la facile parce qu'ils pensaient que les autres. Ils voulaient se battre à armes égales. La deuxième fois, ils étaient persuadés que les autres n'auraient pas le droit de prendre la facile parce qu'ils voulaient se battre à armes égales, ils n'ont pas pris la facile. Et le dopage, aujourd'hui, malheureusement, il se développe parfois parce qu'on pense que tous les autres sont dopés. Et c'est parfois que c'est... Alors, c'est vrai que les affaires font penser que... Mais voilà, des fois, on peut arriver à se doper juste parce qu'on veut se battre à armes égales. Mais sur des idées que l'on se fait. Alors vous, tant que vous avez refusé de vous doper, vous étiez moins bien payé, on l'a bien compris, et en plus vous n'étiez pas forcément sélectionné pour les grands tours. Mais en fait, il y a un moment où ça s'est aggravé pour vous, c'est quand vous avez commencé à parler publiquement du dopage alors que vous faisiez encore partie des équipes. Pourquoi vous avez parlé à ce moment-là et quelles ont été les conséquences? J'ai parlé parce qu'on m'a dénoncé en fait. J'ai parlé parce qu'on m'a dénoncé, parce que pendant 2 ans et demi, en fait, ils se dopaient, je ne me dopais pas, mais personne ne me disait rien. Aucun journaliste venait me voir et j'intéressais personne, en fait. Jusqu'au moment où l'affaire éclate, l'affaire Festina, et on est tous entendus par les polices, la police judiciaire. Et là, il y a 2 corps de l'équipe qui disent, attendez, dans le cyclisme, tout le monde le fait. La preuve, chez nous, il y en a qu'un qui ne prend rien du tout, c'est Christophe Basson. C'est comme ça que ça s'est connu, en fait. Et que les journalistes ont commencé à le savoir et que
Je l'ai dit. Alors après, bien évidemment, a suivi le fait que l'équipe Festina Coulant, j'ai signé dans l'équipe de la Française des Jeux. Je gagne une étape du Dauphiné libéré l'année d'après qui me donne la sélection pour le Tour. Et là, je me retrouve sur la Tour. Et bien sûr, l'impact médiatique du Tour fait que ça fait le buzz partout. Donc j'avais une chronique, voilà, où en plus on m'a appelé Monsieur Propre. Donc ça voulait dire Monsieur Propre, c'est-à-dire que les autres ils sont pas bons, ils sont sales. Bon bref, je me suis mis à dos tout ce milieu, mais après, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je dis la vérité? Parce que j'étais enfin content que la vérité soit connue. J'étais enfin content que les gens voient que tous ces gens ils vivaient dans le mensonge et tout le milieu qu'on pouvait leur montrer n'était pas le vrai. Mais au fond de moi, je pense qu'il y avait aussi un peu de vengeance quand même. Parce que ça faisait quand même 2 ans et demi que je résistais, 2 ans et demi où je voyais que j'étais pas à ma place, mais qu'en même temps, j'étais pas écouté, pas respecté. Et donc, il y a eu ce côté-là. Parce que vous savez, moi, je mets plusieurs étapes dans ma carrière. Du coup, c'est la première, c'est là où j'ai résisté. C'est-à-dire résister, que j'ai réussi à ne pas me doper. Qui est finalement la plus facile. Quand vous avez des convictions, vous dites je ne le fais pas. Et puis en même temps, honnêtement, j'étais dans une situation où j'avais l'impression de gagner tout le temps. Puisque tous les autres étaient dopés. Donc j'étais celui pas dopé qui gagnait tout le temps. Ouais, mais c'est vicieux ce que je dis. Mais attention, je pense qu'il y a un peu de ça quand même derrière. Et ensuite, il y a eu la partie où je suis rentré en opposition. Et là, malheureusement, quand tu es seul contre un système, je pense que tu as un côté résistance. Un quota résistance qui fait qu'en plein Tour de France, ou à la 12e étape, je crois, j'explose en plein vol. Bon, je fais des choses aussi pour arriver à bout, parce que je voyais que c'est la fin, donc je lâche tout ce que j'avais, et je rentre après derrière, donc je quitte le Tour à la 12e étape, je fais 6 mois de dépression, c'est-à-dire que je ne touche plus le vélo, je ne veux plus entendre, je pleure pour rien et tout. Et là, je rentre dans la 3e phase, je ne sais jamais comment l'appeler. C'est la sagesse, c'est la compassion, la compréhension. Mais je commence à comprendre, à me dire, mais pourquoi tant de violence envers moi? Pourquoi ces gens m'en veulent? Et là, je commence à comprendre qu'en fait, ces gens ne le font pas pour me faire du mal, ils le font pour se protéger. Et là, je commence à comprendre que ces gens sont dans une vraie problématique. Que quand je parle, ils voient le mal qui est en eux, et que je suis violent dans les paroles, et que c'est moi qui finalement n'utilise pas la bonne méthode. Et c'est là que je commence à m'intéresser à comment on en arrive là, et comment finalement faire de la prévention. Parce que souvent, je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est M. Parquet, il disait la pire des préventions, c'est la stigmatisation du produit et de la personne qui le consomme. Donc, il faut chercher à comprendre pourquoi la personne le fait. Et là, c'est comme ça que petit à petit, je travaille. Vous savez, en prévention, quand on parle de prévention, il y a 4 niveaux. Il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Globalement, si vous parlez du dopage, on travaille sur les 3 premiers niveaux. La primaire, je vais éviter que la personne ait envie de se doper. La secondaire, il a envie, je vais éviter qu'il le fasse. La tertiaire, il l'a fait une fois, je vais éviter qu'il le refasse. La quaternaire, c'est pour la toxico, on accompagne des gens qui prennent des produits pour éviter de multiplier les risques. On va leur donner des seringues, par exemple. Oui. Et donc, c'est là comment on peut travailler sur l'environnement, sur l'individu, pour éviter finalement que la personne passe à l'acte. Mais bon, vous êtes passé un peu vite, mais pour expliquer votre dépression, vous avez quand même subi beaucoup de violences, à la fois psychologiques, puisqu'on vous parlait plus, c'est ça? Mais aussi physique. Oui, alors ça a commencé à monter crescendo sur le Tour, bien évidemment, où là, oui, on ne me parlait plus aucun équipier de mon équipe me parlait de la Française des Jeux. Il n'y a plus qu'une personne qui me parlait, 2 personnes. Il y avait un masseur et un mécano. Et à un moment donné, en fait, il y a eu une grosse étape où Armstrong, c'est l'année où Armstrong, donc je dénonce Armstrong sur ce Tour en disant qu'il n'est pas possible de gagner le Tour sans se doper, et bref. Donc lui, déjà, je le mets sous pression, il me met sous pression, et il y a une étape qui domine à Sestrières, où c'est le seul à ne pas se mouiller d'ailleurs, tout le monde se mouille derrière. Bon, bref, il y a un sentiment, un soulèvement des Français qui ont envie de parler. Et puis là, rentrer au chaud parce que là, ils avaient eu froid, ils étaient mouillés, un petit massage, etc. Et je me rends compte que le soir, ça s'apaise et personne ne veut rien dire. Et là, ça me monte vraiment parce que sur le coup, moi, depuis le début, j'espérais qu'ils viennent avec moi et qu'on avance et qu'on change ce milieu. Je leur expliquais, je disais, attendez, imaginez si dans 20 ans, vos enfants sont dans le même milieu que celui-là, est-ce que vous n'allez pas vous en vouloir finalement de leur avoir offert ce milieu-là? Et là, ça se calme. Et le lendemain, il y avait une grosse étape avec une arrivée à l'Alpe d'Huez où on descendait de Sestrières. Après, il y avait du plat pendant 150 bornes. Et là, j'apprends juste avant le départ par le mécano que Lance Armstrong, en tant que patron qui était maillot jaune, avait dit au peloton, là, on le fait toute la première étape tranquille et on se fait la guerre à 80 bornes de l'arrivée, avec la montée à l'Alpe d'Huez. Moi, j'apprends ça, qu'il avait été accepté par tout le peloton, que ça parte tranquille. Et là, le drapeau baissé, j'attaque en fait dans la descente pour montrer que je n'étais pas censé le savoir puisque personne ne me parlait.
Et j'attaque, je roule à fond dans la descente, j'arrive à 30 secondes en bas, et en bas, je savais ce qui se passait derrière, je savais que ça roulait. Et là, je me retourne, et qui roulait, en fait, c'est l'équipe d'Armstrong, bien sûr, et mon équipe qui me roulait dessus. Et là, dès que ça rentre, bien sûr, je me fais agresser de tout le monde. Bon, pas physiquement à ce moment-là, sauf Armstrong qui m'attrape par l'épaule et qui me violemment et qui m'explique que j'ai plus rien à faire ici, qu'il faut que je rentre chez moi. Et voilà. Et donc après, bien sûr, le soir, je vous dis pas tout ce que j'ai pris, dans le sens où parce que moi je parlais, plus personne allait laisser gagner un coureur de chez nous. Parce que vous savez, en vélo, il est très difficile d'aller gagner, mais il est super facile de faire perdre quelqu'un. Tu roules tout le temps sur lui. Si on veut empêcher une équipe de gagner, c'est quand même assez facile. Sauf si vous avez un coureur qui domine énormément, mais c'est pas le cas. Et donc, voilà, et c'est là-dessus que derrière, je craque. Après, le physique, donc après, c'est suivi où j'avais signé avant le Tour 2 ans chez Jean de la Tour, une équipe que j'ai pas été au bout en fait, puisque ça allait crescendo, c'est-à-dire que c'était le harcèlement moral où on me traitait de tout en public dans les hôtels, jusqu'au moment où c'est devenu du harcèlement physique. Je me suis retrouvé 4 fois dans le fossé avec des queues de poisson, où on me bousculait, des coups d'épaule, où là j'ai dit bon stop, c'est fini. Et donc j'ai décidé, et pour autant j'ai eu mon salaire revalorisé de par l'image que je représentais. Il faut dire que là aussi j'étais instrumentalisé, puisque là je devais avoir un salaire de 9 à 10 000 euros par mois. Et je décide de casser mon contrat au 1er août, je crois, où je leur fais cadeau les 6 derniers mois pour démarrer une nouvelle carrière de pro de sport en septembre 2001. C'est Guir, il y a une composante de ce système dont on n'a pas encore parlé, c'est le public, les spectateurs. Il y a une position un peu ambivalente parce qu'à la fois ils condamnent les dopés qui se font prendre en tout cas, mais en même temps ils exigent du spectacle. Oui, alors pour plusieurs choses, mais oui, ça revient à cette logique du spectacle sportif qui est à la fois aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le spectacle sportif, c'est aussi un outil culturel. Alors, c'est marrant parce qu'on est justement là au Forum des images où ça parle beaucoup de cinéma et que justement il faut comprendre que le spectacle sportif déjà émerge des médias. Ce sont les médias qui font émettre le spectacle sportif. Le Tour de France, c'est une création de l'Auto Magazine, hein. Donc c'est une création d'un média, et donc pour qu'un sport ait une légitimité, il faut qu'il soit décrit, il faut qu'il y ait un discours, il faut qu'on produise du contenu. Ça, du sport pour du sport, c'est très bien, mais dans l'absolu, du sport de haut niveau, pour qu'un sport émerge, il faut qu'on produise du récit. Et en ce sens, voilà, le spectacle sportif, ça reste quand même quelque chose qui est une construction sociale bien élaborée. Et quelque chose qui s'inscrit d'un autre registre qui est au-delà de cet aspect de dépassement, performance haute, qui s'inscrit aussi dans un patrimoine culturel. Il ne faut pas oublier que le Tour de France, quand même, là on parle du Tour de France globalement, mais après il y a d'autres courses, mais ça imprègne l'imaginaire collectif. Les gens savent très bien que quand on regarde le Tour de France, le pouvoir des commentateurs sportifs lors du Tour, l'idée d'associer quelqu'un qui va blablater sur le patrimoine. Alors je sais qu'en ce moment celui qui fait ça, pour le coup, enfin, projette une vision. Alors c'est une tension parce que ça projette une vision de la France très particulière, mais néanmoins voilà, ça s'accompagne toujours de ça. Le Tour de France, c'est quand même un objet culturel très important. C'est déjà un grand spectacle sportif, ça se vend partout sur la planète. C'est le moyen de faire valoriser un patrimoine qui a une importance considérable, puisque finalement la France aussi vit du tourisme et c'est la première activité, c'est le premier pays touristique au monde, donc le Tour de France contribue justement à l'essor de cette économie-là. Donc ça répond à d'autres logiques finalement que simplement la logique sportive. Et finalement, le public effectivement est fidèle à ça parce que tout le monde se rappelle des étapes, tout le monde se rappelle. Voilà, l'anecdote très drôle, c'est que voilà, tout à l'heure on prenait des photos, il y a le photographe qui nous parle de son enfance, du Tour de France, de cette étape et tout. Ça marque l'imaginaire et ça marque la mémoire collective. Et la mémoire collective, c'est ce qui fonde le lien social entre les gens. Ce qui fait qu'on est français, ce qui fait que on adhère à telle ou telle valeur, ce qui fait qu'on fait partie d'une communauté, c'est l'idée qu'on a ensemble tout un tas de souvenirs auxquels on se réfère et qu'on a tous vécu au même moment, au même instant, et qui finalement va tisser du lien entre nous. Et donc ça marque la mémoire collective. Et c'est pour ça que du coup on a cette vision notamment du cyclisme, parce que le cyclisme théâtralise en quelque sorte cette mémoire collective, théâtralise tout un pan. Enfin, Roland Barthes qui est quand même explique le Tour de France à travers justement l'idée qu'on voyage à travers les paysages, à travers la dureté, et cette dureté il fait un rapport avec le corps. Enfin, il y a une forme de transmission, d'échange entre à la fois l'effort physique, le corps et tout ça, et en même temps ce qui est de l'ordre de la nature, des grands paysages. Donc on retrouve un peu de l'histoire mêlée à de la biologie, enfin tout un ensemble de choses qui se coordonnent.
Et le public est effectivement tiraillé en quelque sorte entre cette idée du dépassement permanent qu'offre le sport, cette idée qu'il faut sans cesse repousser ses limites naturelles, mais aussi ce retour en quelque sorte à cet imaginaire, à cette nature, à ces montagnes, à ces cols. On est tous saisis quand Christophe nous raconte voilà, les étapes, en disant voilà, ça descend, enfin, ça nous rappelle, ça nous ramène à quelque chose de très intime finalement. Voilà. Mais en même temps, l'idée du dépassement, l'idée de l'exploit aussi, appelle à quelque chose peut-être de plus social. Parce que notre société est fondée sur cette idée-là. Elle est fondée sur l'idée d'une autonomie et sur l'idée d'un dépassement perpétuel des compétences et des compétences humaines en quelque sorte. Il s'agit toujours de faire mieux. Voilà, on parlait des résultats, mais bosser dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, et notamment des entreprises qui, elles, ont de la valeur ou capitalisent et tout, il s'agit sans cesse de faire mieux les années présentes. Pas de faire des choses, mais plutôt de faire mieux en permanence. On se réfère toujours à l'année présente. Et on est dans cette logique permanente. Voilà. Et c'est la logique même, globalement, du progrès. Le progrès, l'idéologie dans laquelle on s'incorpore, enfin, dans laquelle on vit, c'est l'idéologie du progrès qui est sans cesse l'idée de repousser les limites naturelles. Oui. Et finalement, osons poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait lutter contre le dopage ? Il y a une initiative qui fait beaucoup parler, qui choque beaucoup, on va le voir derrière nous avec quelques unes de journaux. C'est l'idée lancée par le fondateur de PayPal, Peter Thiel, de Jeux olympiques augmentés. Sous-entendu avec l'idée de repousser au maximum les limites humaines et notamment sans contrôle antidopage. Si on peut lancer les unes. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que, justement, ce ne serait pas plus équitable, puisqu'on disait actuellement, même s'il y a eu beaucoup de progrès dans la lutte antidopage, notamment grâce à Marie-Georges Buffet et sa loi de 1999, c'est quand même toujours, comme on le disait, les meilleures équipes qui ont le plus d'argent, qui ont les meilleurs produits. Est-ce que, finalement, si le dopage n'était plus interdit, est-ce que ce ne serait pas plus équitable pour tout le monde ? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cette initiative ? C'est marrant, mais ça revient à se poser la question qui était la première question. Alors, effectivement, on pourrait très bien se dire ça pourrait rétablir une égalité de fait, une égalité des corps, et voilà, il y aurait plus d'inégalité naturelle des corps. Néanmoins, ce qui est l'enjeu de ces compétitions-là, elles sont tout autres. L'enjeu de ces compétitions-là sont déjà menées par Peter Thiel, qui représente déjà, qui est le symbole aujourd'hui de la Silicon Valley, et c'est aujourd'hui des tenants du long-termisme. Et là, dans cette idée d'augmentation des corps, je ne pense pas qu'on échappe à l'idée de rétablissement d'une forme d'égalité, parce que là, le but recherché, c'est d'expérimenter, de prendre le corps comme outil et d'expérimenter dessus l'augmentation des capacités humaines. Et voilà, ça tombe bien, il est juste derrière. Mais ça répond à une logique qui est une logique long-termiste, qui est une logique à l'œuvre aujourd'hui dans le milieu du numérique, enfin de toutes ces nouvelles technologies. Et il y a l'idée, au fond, de proposer des produits qui, au contraire, ne vont pas répondre simplement à un idéal démocratique, mais plutôt à une logique de marché, dans laquelle ceux qui auront les moyens pourront augmenter leur capacité humaine. C'est le même principe qu'Elon Musk, Neuralink ou des choses comme ça. On est dans cette logique-là. On répond pas simplement... Il n'y a pas une idée de don, ou plutôt d'idée de justice sociale. Il y a l'idée, justement, de pouvoir expérimenter. Et il faut se souvenir qu'une chose très importante, c'est que le sport est le champ d'expérimentation des capacités humaines. C'est qu'à travers le sport, on ne fait que tester l'augmentation des capacités humaines. On teste sur les athlètes. Finalement, les athlètes sont les cobayes de l'armée, mais au-delà de ça, après, de ce qu'on va pouvoir déployer dans la société civile. Et là, cette logique, ces jeux-là répondent à cette logique-là. Ils n'ont pas d'entresens. Alors, c'est très même malhonnête parce qu'on prétend la liberté, on prétend beaucoup de choses en disant que voilà, ça pourra permettre à ceux qui sont plutôt inégaux de pouvoir répondre à des... Mais pas du tout. Là, le but, c'est justement de tester et de voir ce qu'on peut tirer de ça pour pouvoir en faire un produit qu'on va pouvoir potentiellement revendre, dans lequel, finalement, effectivement, ceux qui ont les moyens de se le payer vont pouvoir se le payer. Christophe ? Oui, après, moi, je trouve que c'est quand même une réponse au problème qu'on n'arrive pas à gérer le problème, en fait. C'est qu'en fait, il faut savoir qu'en France, si on lutte contre le dopage, il y a deux aspects.
Donc vous avez parlé de la loi Marie-Georges Buffet. Il faut savoir qu'à l'époque, quand elle a sorti la loi, c'était la loi pour la protection des sportifs et la lutte contre le dopage. Ensuite, ça a été inversé, ça a été la loi de l'amour qui était la lutte contre le dopage et la santé des sportifs. Donc est-ce que c'est une signification ou pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a une histoire en France où on se préoccupe de la santé publique des sportifs, de la santé des sportifs. Vous savez, au niveau international, ceux qui gèrent la lutte contre le dopage, qui est l'Agence mondiale antidopage, et en France, l'Agence française de lutte contre le dopage, n'ont pas du tout comme objectif que protéger la santé des sportifs. Leur objectif, c'est préserver l'équité sportive. Donc, et là, c'est un peu une belle réponse qu'il leur fait, dans le sens où qui va le mieux préserver l'équité sportive? Est-ce que c'est l'AMA qui n'arrive pas à être suffisamment efficace pour empêcher totalement le dopage, ce qui est interdit? Ou est-ce que c'est lui qui dit finalement je n'interdis rien du tout? Au moins tout le monde sera à égalité. Donc voilà, c'est une bonne réponse. Pour autant, bien évidemment, c'est pas pour cela que je suis d'accord, parce que j'appréhende énormément les conséquences d'une telle compétition, parce que à partir du moment où vous ouvrez les vannes, ça va aller à l'extrême. Un coureur, il est capable, un sportif est capable d'aller au bout des choses. Alors finalement, c'est appliquer ce qu'on applique aujourd'hui au bodybuilding à toutes les autres disciplines, du moins tous les sports de force, parce que je crois qu'il a limité les activités quand même, mais ça veut dire c'est aller chercher la limite du corps, mais finalement c'est pas le sportif qui gagnera, on est bien d'accord. On se rappelle un petit peu avec la Formule 1 là quand même, ça veut dire que c'est pas que le pilote quand même qui entre dans la danse. Sur cette réflexion pas forcément optimiste vu que le temps passe, on va essayer de passer aux questions avec la salle. Est-ce que certains spectateurs ont des questions à poser? Bonjour. Je voulais savoir si la prochaine étape du dopage, ce sera génétique. Je ne sais pas si c'est la prochaine ou si on y est déjà en fait. Honnêtement, ça c'est une grande interrogation. Beaucoup de personnes se posent la question. Qu'en est-il de marier deux grands cyclistes, un homme et une femme, pour faire un enfant qui sera peut-être le futur grand champion? Donc là, ici on est dans l'autorisé. Bon, on est quand même déjà dans la démarche. Et ça, pour autant, on sait déjà que ça existe dans certains pays. Après, en termes de manipulation, qu'est-ce qui aujourd'hui, on sait qu'a priori, on sait le faire. Pourquoi certains pays s'en passeraient? Voilà. Moi, c'est la question que je pose. Moi, je ne serais pas étonné qu'on y soit déjà. Voilà. Donc, alors après, pour y travailler et le détecter, ça, c'est une autre histoire. Moi, si je devais du coup répondre à cette question, effectivement, est-ce que la prochaine étape... Alors, il y a déjà un élan dans la recherche de la performance, de la recherche de l'amélioration, la recherche du dopage. Il y a toujours l'idée d'aller beaucoup plus loin. C'est le but principal. Il n'y a pas de restriction. On est dans un processus, une forme de paradigme en quelque sorte, dans lequel il n'y a pas de limite. On ne va pas dire on arrive là et puis non. On va aller plus loin, on va chercher, que ça soit autorisé ou pas, ça c'est au principe de la loi, on légifère d'un point de vue moral ou d'un point de vue de l'État, mais néanmoins, il y a toujours cet intérêt-là. Après, il ne faut pas oublier que, quand même, que le sport, on parle beaucoup de dopage et tout, mais le dopage ne fait pas tout. Des grandes nations sportives, c'est des structures aussi sociales très importantes. Vous pouvez doper n'importe qui, vous pouvez doper des gens, mais si la structure sociale ne produit pas des athlètes, ça va être très compliqué de faire des vrais bons athlètes. Donc, il y a aussi des limites à l'idée de génétique, on perce. Et c'est un peu le principe de cette compétition, justement, véhiculée par Peter Thiel, c'est l'idée qu'on va augmenter comme ça, physiquement et tout. Mais il y a plein de dimensions qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, la dimension, par exemple, la dimension sociale de produire des athlètes, mais aussi la dimension psychologique, on ne la maîtrise pas du tout. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel institut de sport de haut niveau, vous pouvez aller à l'INSEP, tous les coachs vous vont dire bah, écoute, nous, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est le mental. Le mental, c'est impossible. Donc, il y a des coachs qui émergent, tout le monde investit dans l'idée de préparateur mental, c'est le truc à la mode, mais en fait, personne ne sait. En plus, on se base sur des idées. Alors, les préparateurs mentaux fonctionnent sur un principe de cerveau reptilien qui, dans l'histoire des sciences, n'est même plus à l'ordre du jour. Donc, il y a toujours cette idée-là. Donc, on peut penser à la génétique et je pense que ça va dans ce sens-là, mais il faut penser que finalement, c'est pas ça qui va déterminer en quelque sorte le succès d'une formule ou d'un artifice. Bonjour et merci beaucoup, c'était très intéressant. J'aurais deux questions en une. En fait, la première, c'était pour rappeler que au milieu des années 2000, il y a un certain nombre d'équipes cyclistes françaises qui avaient créé à l'époque le mouvement pour un cyclisme crédible, qui je crois à l'époque était présidé par Roger Leget et auquel se sont greffées d'autres équipes aussi qui n'étaient pas françaises. J'aurais voulu savoir dans un premier temps si c'était une initiative qui avait des équivalents dans d'autres sports
c'est-à-dire des acteurs de ce sport qui s'associent pour s'appliquer à eux-mêmes des règles plus restrictives que celles préconisées par l'Agence mondiale antidopage. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est un petit peu la suite, c'est toujours au niveau de la lutte antidopage. On entend beaucoup ces derniers temps, depuis quelques années, que la lutte antidopage manque beaucoup de moyens, ce qui explique peut-être que d'un côté, les performances montent et que de l'autre, les contrôles positifs sont rares. Qu'en est-il vraiment ? Y a-t-il vraiment des difficultés financières pour les agences et pour les laboratoires? Merci beaucoup. Dans le MPCC, oui, c'est une bonne initiative. Alors, c'était focus beaucoup sur les corticoïdes notamment et certaines substances. Donc, l'idée, c'est que faut savoir que le corticoïde est un produit, par exemple, qui est interdit en compétition et qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas recherché en entraînement et en même temps qui est autorisé sur certains modes d'utilisation. L'idée est bonne. L'idée est bonne, ça veut dire qu'on va responsabiliser toutes les équipes pour essayer d'agir dans le même sens. Après, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, en fait. Des fois, malheureusement, ça n'allait pas au bout des choses, et surtout quand je vois qu'il est dirigé. Donc, qui pour autant n'ont jamais assumé ce qu'ils ont fait et ce qu'ils faisaient. Donc, c'est toute la difficulté. Souvent, malheureusement, ces mouvements sont faits aussi pour ne pas faire fuir les sponsors ou parfois les faire venir. Donc voilà, donc je suis assez mitigé sur cette démarche-là. Est-ce que ça existe dans d'autres sports? Des sports aujourd'hui qui ne sont pas spécialement concernés par le dopage, qui subissent très peu de contrôle, peuvent éventuellement aussi mettre des dispositifs. Que ce soit en trail, d'autres sports, il existe le Quartz, système Quartz, qui est quelque chose qui a été mis en place pour faire un suivi des sportifs, qui n'est tout de même pas une lutte contre le dopage, mais qui est vraiment pour essayer de limiter les démarches qu'il peut y avoir là-dessus. Ensuite, la deuxième question, c'était les moyens. Ouais, les moyens. Alors ça, c'est toujours une question qui revient sur la table. Je pense, moi, je suis d'avis de dire qu'il faut mieux les utiliser. En avoir plus, je ne sais pas, mais il faut au moins mieux les utiliser. C'est ce que fait maintenant la FED, puisqu'aujourd'hui, vous savez, on contrôle le tirage au sort, ça n'existe plus. Aujourd'hui, quand on va sur un contrôle antidopage, on sait qui on va contrôler, parce qu'il y a tout un travail de recherche, d'investigation avant. Mais vous savez, le facteur limitant aujourd'hui de la lutte contre le dopage, c'est l'information du terrain qui ne remonte pas. Souvent, je fais des interventions auprès des dirigeants et tout, et ils vont commencer à mettre sur le dos des fédérations comme quoi elles cachent des affaires, que la FED ne fait pas le job. Et moi, souvent, je leur dis, mais vous faites quoi? Quelle information vous donnez? Quand vous avez des infos, parce que souvent, moi, je contrôle, il m'est déjà arrivé de contrôler un sportif, et j'arrive sur le cours, ah super, lui, vous l'avez contrôlé, positif, suspendu, top, parce que depuis qu'on savait. Et là, tu dis, mais vous me l'auriez dit avant, peut-être qu'on l'aurait contrôlé avant et on l'aurait fait tomber avant. Donc, ça veut dire que le facteur limitant aujourd'hui de la lutte contre le dopage, c'est l'information, c'est la responsabilisation de tous les gens qui gravitent dans le milieu sportif. Tous les gens vont vous dire que c'est bien de lutter contre le dopage, mais par contre, c'est jamais eux qui vont prendre la responsabilité. Pourquoi? Parce que les gens, entre guillemets, hiérarchisent les infractions. Aujourd'hui, que vous incitiez un sportif à se doper, c'est aussi sanctionnable quasiment, et je vous le dis clairement, que quelqu'un qui viole une personne. Pour autant, est-ce que nous, on est à même de hiérarchiser les infractions? Une personne qui sait que quelqu'un a violé quelqu'un va le dénoncer. Quelqu'un qui sait qu'il a dopé quelqu'un, il ne va pas le dénoncer parce que lui, dans sa tête, il est hiérarchisé. On le fait tous, ça. Parce que, bien évidemment, moi aussi, je vais hiérarchiser. Mais on se doit de ne pas le faire. J'ai connaissance d'une infraction, j'en fais part. Et comme ça, je participe à la lutte. Mais ça, malheureusement, voilà, il n'y a pas suffisamment de personnes qui le font. Donc, je pense que les moyens financiers qui sont mis, je pense qu'ils sont bons. Petit à petit, on les utilise de mieux en mieux. Mais je pense que là où on doit vraiment travailler, c'est la responsabilisation de chacun, tous concernés en fait. Alors, oui, alors si je dois répondre du coup à les deux questions qu'il y a en une, alors je reprends sur la question des financements ou autre. Il y a deux poids deux mesures quand même au-delà de l'aspect très fonctionnel et de remonter l'information ou autre. Il y a quand même l'idée que voilà, quand vous regardez ces compétitions-là, ce sont des milliardaires qui sont derrière et qui vont financer des compétitions, des épreuves qui vont permettre justement d'aller prendre des informations pour pouvoir produire des nouvelles choses. Donc la lutte, elle est un peu inégale en quelque sorte. Il y a quand même une avancée, notamment, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il y a des laboratoires très très performants qui ont des moyens incommensurables par rapport à des agences mondiales ou même des agences étatiques. Il y a ce fait-là qui est d'un point de vue évident. Après, concernant les collectifs de lutte
globalement, il y a aussi des mouvances au sein même du sport qui tendent justement à même s'affranchir. On parlait de compétition tout à l'heure des uns contre les autres. Il y a quand même des mouvements de lutte contre, pas forcément contre le dopage directement, mais contre les instruments de mesure, contre le fait de collectifs qui se créent en disant voilà, on se mesure plus aux autres, mais on va se mesurer soi-même. Et la collecte, par exemple, des datas, des données et tout, vont être aussi un levier sur lequel on va pouvoir lutter parce qu'on ne veut plus que voilà, ces informations transmettent et tout. Et il y a cette idée-là que finalement, on rentre beaucoup plus dans une forme d'écologie corporelle aujourd'hui, à travers différentes pratiques qu'on ne le faisait avant. Et c'est à partir de là que se tissent justement ces formes de renoncement, en quelque sorte, à ce qu'est la grande compétition, à cette mainmise, à ces rapports de domination qui sont engendrés, et dans lequel le dopage s'inscrit finalement. Quand, voilà, on parlait de ça, mais on l'impose souvent le dopage. Il y a des gens, il y a des directeurs, il y a aussi des médecins qui imposent le dopage. Et on va lutter contre ça parce qu'on va promouvoir une autre forme de sport au sein même d'un rapport compétitif, mais qui serait totalement différent. Et je pense, voilà, vous avez des coureurs aujourd'hui, des coureurs des marathoniens ou des coureurs de trail qui justement vont prendre en considération ces choses-là et voilà, vont se limiter, vont plus vouloir aller plus loin et vont essayer de faire un sport qui serait beaucoup plus propre, qui serait plutôt en harmonie d'ailleurs avec voilà, les éléments naturels, parce qu'aujourd'hui il y a une véritable crise et donc il y a cette conscience-là qui émerge. Voilà. Oui, et puis en fait, quand je dis en termes de moyens aussi, c'est que en fait on lutte contre des gens, même s'il y a les pressions des équipes et tout, mais on lutte contre des gens qui veulent se doper. Et si on réfléchit de manière globale, j'aimerais autant qu'on mette, si on doit mettre plus de moyens, qu'on mette des moyens dans les outils pour aider les gens qui ont envie de s'en sortir, en fait. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est-à-dire que, ouais, c'est facile. Si j'avais le choix, ouais, s'il y avait suffisamment d'argent, qu'on avait suffisamment pour partout, j'en remettrais dedans. On augmenterait les crédits. Mais pour moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres priorités à côté où on doit mettre plus de moyens, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Après, je vois que l'heure passe, mais j'aurais quand même... C'est vrai qu'on parle de dopage, mais je crois qu'il faut peut-être... le dopage est infime par rapport à la grosse problématique qui, pour moi, est essentielle, en fait. Vous savez, souvent, depuis 25 ans, hein, du coup, mon histoire, hein, ça commence à dater, même 30 ans. En fait, pendant 25 ans, il y a de nombreuses personnes qui sont venues me voir, qui ont commencé à me dire que j'avais été courageux de faire ce que j'avais fait, d'avoir dénoncé, etc. Je ne vous cache pas que pendant 25 ans, je n'ai jamais compris. Jamais compris pourquoi les gens me disaient ça. Le courage, c'est avoir peur, c'est faire quelque chose qu'on a peur de faire. J'ai jamais eu peur de ne pas me doper, j'ai jamais eu peur de dénoncer, j'ai jamais eu peur de tout ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'ai compris que finalement, j'ai pas eu de courage, j'ai juste eu la possibilité d'être libre. Et que finalement, quand on arrive à se créer un environnement, on va faire les choses pour avoir une liberté, eh bien, ça permet peut-être finalement de ne pas utiliser le courage. Quand je dis liberté, en fait, c'est entre guillemets quand votre bonheur n'appartient pas à la décision d'un autre. Quand finalement, vous pouvez agir comme vous avez bon, vous pouvez agir conforme à vos valeurs, vous pouvez penser conforme à vos valeurs, vous pouvez parler conforme à vos valeurs. Et c'est là qu'on fait de la prévention primaire. Parce que finalement, le dopage est une conséquence de tout ça. Et tout comme vous, je suppose, vous pouvez la vivre dans tous vos milieux. Comment aujourd'hui, est-ce que vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous, je vous donne un exemple, voilà, moi je suis le grand patron, je viens vous voir, je vous dis, bon écoutez, là franchement, les comptes, ça ne va pas du tout, il nous reste 3 mois avant la fin de l'année, il faut à tout prix, la seule possibilité, c'est diminuer la masse salariale. Donc, vous êtes responsable des ressources humaines, je viens vous voir, je dis, bon... Serge là et Brigitte, il faut les virer dans le mois qui suit parce qu'on ne va pas finir à la fin de l'année. Et là, vous allez me dire, mais attends, non, pas possible, ils bossent bien et tout, ils ont des enfants, je sais qu'ils ont du mal à finir à la fin de mois, on ne peut pas faire ça. C'est comme tu veux. Si tu ne le fais pas, c'est toi qui es viré. Et là, vous allez faire quoi? Parce que vos convictions, vous les avez, vos valeurs, vous allez faire. Est-ce que finalement, vous allez vous sacrifier pour les 2 personnes qui sûrement ne le sauront jamais et vous diront jamais merci? Ou est-ce que finalement, vous allez le faire sans être conforme à vos valeurs? Et finalement, la liberté, c'est ça. C'est comment je peux agir sans prendre trop de risques pour la suite derrière. Et c'est là que, j'élargis, je le dis rapidement, mais quand on fait de la prévention aujourd'hui, enfin moi, du moins, c'est comme ça que je l'aborde, je parle beaucoup de facteurs de réussite au bonheur. Alors, le bonheur durable, c'est un peu... Enfin, le bonheur est par définition durable, en fait. Mais comment je peux mettre en place plein de choses dans la vie pour avoir cette liberté de dire, liberté de faire. Et là, il y a plusieurs aspects. Du coup, déjà ce que je disais tout à l'heure, les secrets. Aujourd'hui, il y a plein de milieux, qu'on prenne le rugby, les milieux politiques ou ailleurs. Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi il y a l'omerta? C'est que tout le monde se tient par des secrets.
C'est que dès qu'il y en a un qui parle, il y a ses secrets à lui qui tombent. Donc finalement, tout le monde est dans ce système où tout le monde se tient. Il y en a un qui se fait sanctionner, mais on va le sauver parce qu'il va aller voir l'autre sur qui il a des secrets. Et du coup, on va lui trouver une place, etc. Et tout le monde va se sauver dans le mensonge, en fait. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième, en fait, c'est... Vous voyez, moi, je suis fonctionnaire, je suis agent de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas du tout d'accord avec l'objectif de 82 médailles. Pour autant, c'est l'objectif de notre gouvernement. C'est l'objectif des gens pour qui je travaille. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça va à l'encontre de toute la prévention que l'on peut faire. Mais pourquoi je peux le faire? C'est parce qu'à côté, j'ai 3 autres activités. J'ai 3 autres activités pro, j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Et ça, c'est aussi un des facteurs. Beaucoup trop de gens aujourd'hui, moi, combien j'en vois le lundi quand j'arrive au boulot, ils me disent, alors je dis, comment ça va? Comme un lundi, vivement vendredi. Et pour autant, ces gens ne changeront jamais rien de leur vie, en fait. Ils vont rester comme ça. Alors des fois, ça va aller bien, des fois, ça ne va pas aller bien. Mais quand ça ne va pas aller bien, pourquoi ils vont continuer? Parce qu'ils ont rien d'autre à côté, qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de gagner leur vie. Et quand il y a des choses qui ne vont pas aller au boulot, comme je l'ai dit, ben, ils ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur boulot. Et donc, indéniablement, en agissant ainsi, en n'ayant qu'une seule activité, ils perdent de leur liberté. Ensuite, il y a le troisième, c'est Wiseman, c'est un sociologue, je crois. Non? Wiseman, ça te parle, non? Un sociologue anglais, je crois, qui cherche à se poser la question à savoir, mais pourquoi il y a des gens qui se disent chanceux et des gens qui se disent malchanceux? Tu connais? Ouais. Et en fait, il a fait des questionnaires, il a trouvé 200 chanceux, 200 malchanceux, il leur a posé plein de questions, et notamment les faits de vie qui leur faisaient dire que, bien évidemment, chez les chanceux, 80% de faits de vie de chance, et chez les malchanceux, 80%. Lui, il rapproche, il se rend compte que c'est les mêmes faits de vie. Si ce n'est qu'à un moment donné, il y en a qui les ont transformés en chance et d'autres en malchance. Et finalement, quand on veut garder une liberté dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut être capable d'attirer les opportunités, les saisir et les transformer en chance. C'est ce qu'il a démontré. C'est ce que démontre très bien, d'ailleurs, Carol Dweck sur l'attitude, l'état d'esprit de fixe ou l'état d'esprit de développement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Concrètement, vous arrivez face à un obstacle, déjà, l'état d'esprit fixe, c'est qu'il va voir l'obstacle 2 fois plus haut que ce qu'il est. Il va faire un check-up de ses capacités et il va fortement diminuer ses capacités. Il va se sous-évaluer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des chances qu'il abandonne et qu'il ne le fasse pas. Qu'il échoue ou alors il va demander de l'aide. Ce que fait aujourd'hui beaucoup la société d'aujourd'hui. Les revendications, toutes les choses que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'écoute la société, tous les gens qui revendiquent, je me rends compte que chez ces gens, le bonheur dépend de la décision qui est au-dessus, en fait. Comment aujourd'hui on peut construire une vie pour ne pas être dépendant de ça? Pour ne pas être dépendant de toutes les décisions qui peuvent être prises. Parce que c'est ça la liberté. Et donc à travers de là, on explique aux jeunes qu'il faut travailler son attitude pour attirer des opportunités, c'est-à-dire être la plus belle personne que l'on puisse être. Il faut être opportuniste pour les saisir. Il ne faut pas attendre à être à 100% pour se lancer, parce que finalement on ne se lance jamais, on n'est jamais à 100%. Et puis après, finalement, il faut, entre guillemets, entretenir la peur, je dirais la peur du regret et favoriser l'échec et ne pas avoir peur de l'échec. Cette relation est très importante chez les sportifs. Vous savez qu'en l'INSEP, on parlait de l'INSEP, il y a environ 500 sportifs à l'INSEP qui vont se préparer aux Jeux Olympiques pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils vont se préparer. Ils vont bosser. Pourquoi faire? Parce qu'ils espèrent aller chercher une médaille. Arrive 4 ans et 4e. C'est les boules quand même. Pendant 4 ans, vous bossez, vous n'avez qu'une médaille, même pas une médaille, ça ne vous apporte rien du tout. En fait, ça fout les boules. Mais la pire des douleurs, c'est pas celle-là en fait. La pire des douleurs, c'est si dans les 10 derniers jours, il n'a pas assez bu, il a pris une tendinite. C'est s'il y a une semaine, il faisait froid, il pleuvait, il s'est pas assez entraîné, il a sauté 2 séances d'entraînement. Pendant 2 soirées, il s'est couché à 1h du matin, alors qu'il savait très bien qu'il se couche à 23h. La pire des douleurs, en fait, c'est le regret. C'est-à-dire que cette personne, toute sa vie, va se dire, purée, si j'avais bu suffisamment, si je m'étais entraîné, si je m'étais couché à 23h, peut-être que je serais médaillé. Et donc, c'est comme ça qu'on fait de la prévention, en fait. C'est-à-dire que de dire, il ne faut pas subir la vie, en fait. Il ne faut pas la subir. Il ne faut pas subir ce qui arrive. Il ne faut pas être dépendant de la décision des autres. Il faut se construire en permanence quelque chose, se remettre en question pour acquérir cette liberté, en fait. Les gens, aujourd'hui, se plaignent qu'ils sont dépendants, on leur fait tout ça. Mais agissons, en fait. C'est sûr alors, on va dire, on n'a pas tous la même capacité. En fonction de l'éducation, on n'a pas tous la même capacité à sortir de son confort. Mais je pense qu'à l'éducation, c'est la première des choses qu'on doit faire, plutôt que formater tout le monde, à être le bon élève, être dans le bon trajet ou bonne trajectoire. Bon moule. Moi, c'est très intéressant, mais alors, j'ai peut-être apporté, peut-être une nuance à ça, parce que là, effectivement, il y a cette idée quand même de se placer du point de vue de l'individu. Mais il ne faut pas oublier que quand même le sport, ça reste avant tout une structure très importante, une structure sociale,
dans un régime d'intensité qui est quand même un peu tout autre. Et c'est très vrai de dire effectivement, il faut faire comprendre aux jeunes athlètes que il faut aussi qu'ils se constituent un espace de liberté. Mais néanmoins, ce qui est le principe même du sportif, c'est sa vocation. On est sportif par vocation. Il y a une idée de croyance en quelque sorte. Il y a l'idée d'être élu. Donc, partager des secrets ou autres, mais rentrer dans un endroit, rentrer à l'INSEP, par exemple, c'est un rite initiatique. Quand vous rentrez à l'INSEP, moi, je me suis entretenu avec beaucoup d'entraîneurs. La première chose qu'on dit aux athlètes, c'est de dire tout ce que vous avez appris dehors, ça n'existe plus. Maintenant, je vais vous réapprendre à devenir. Et même dans les témoignages des athlètes qu'on a, c'est souvent l'idée qu'ils réapprennent leur sport à l'INSEP. Comme si ce qu'ils avaient fait avant n'était plus éligible. Mais pourtant, c'est ce qui les a amenés à l'INSEP. C'est quand même ce double rapport-là. Et dans cette idée-là, c'est les premiers pas, ou c'est les premiers moments, en quelque sorte, où s'inscrit le rapport de domination. Et c'est très compliqué de percevoir ça, parce que vous rentrez dans une forme de paradigme, une forme d'idéologie dans laquelle vous ne pouvez pas sortir. Et que c'est très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, je prends un autre exemple, mais le fait marquant actuel, qui sont les violences sportives, les violences sexuelles dans le sport. Souvent, ces faits n'entrent en résonance qu'à partir du moment où les athlètes ont quitté leur carrière ou autre. Et quand on s'interroge dans les trajectoires de ces athlètes, à partir de quel moment ils ont subi des violences, à partir de quoi, par qui, on se rend compte effectivement, pour vous théâtraliser, idéal typiquement, ce serait l'entraîneur. Et ça passe par plusieurs procédés. Et le procédé, le plus important, c'est l'attitude déviante. En fait, l'entraîneur va venir, il va placer une main. Par exemple, moi, on travaille sur les jeunes gymnastes. Comment ça se passe ? L'entraîneur pose une main et puis petit à petit, finalement, en fait, le corps de l'athlète qui va produire de la performance va finalement se laisser aller à la domination en quelque sorte de l'entraîneur parce qu'il rapporte des médailles, parce qu'il y a évidemment l'élection, c'est-à-dire qu'on voit des succès et puis il y a une forme de déviation qui va se faire et puis finalement il va y avoir des attouchements, il va y avoir des choses. La tête ne va pas comprendre finalement ce qui se passe, ce qui se produit. Et c'est qu'après coup qu'elle comprend quand finalement en fait là la main de l'entraîneur était beaucoup trop basse, qu'il n'avait pas à être là présent dans les vestiaires à ce moment-là parce que en fait l'espace est totalement bafouillé. L'entraîneur, il vous parle de vos performances, mais en même temps, il vous regarde. Enfin, c'est très particulier. Et c'est qu'après coup, une fois qu'on est sorti de ça, qu'on commence à comprendre les choses. Donc, il y a aussi l'idée de la puissance quand même des institutions qui sont très, très importantes. Et ces institutions, elles ne sont encore maintenues que parce qu'on accepte aussi collectivement de participer à ce spectacle. Parce qu'on adore, parce qu'effectivement, il faut 82 médailles et parce que c'est très bien. Regardez dans la presse aujourd'hui, tous les jours, vous avez toujours des sportifs qui sont là à se plaindre. Oh, on n'est pas un pays de sportifs, la France n'est pas un pays sportif, il faudrait qu'on ait plus de sport et tout. Mais en fait, c'est faux. On est un pays de sportifs. Il y a énormément de personnes en France. Si vous regardez les instituts de l'INJEP, les Français sont la France est une population sportive très importante. Sauf qu'effectivement, on n'a pas des athlètes de qualité. Mais parce qu'on perçoit le sportif de haut niveau, on perçoit le sport et la performance qu'à travers l'élite. Et c'est ça que peut-être qu'il faut aussi revoir. Et revoir, à partir de ce moment-là, on reverra aussi les institutions qui produisent athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, c'est très difficile aussi. Moi, j'entends ce que dit Christophe, de permettre de faire de la prévention. Mais quand aujourd'hui, vous avez des sports professionnels qui recrutent de plus en plus tôt, de manière très, très précoce. Vous avez aujourd'hui, alors que peut-être il y a 20 ans de ça, on avait quand même mis des garde-fous, on recrutait les athlètes à 14 ans dans les centres de formation, je parle du football par exemple. Aujourd'hui, même si vous mettez un garde-fou à 14 ans, l'enfant à 10 ans, on sait typiquement qu'il y a des gens qui vont venir, il y a des agents qui vont venir le voir, il y a des clubs qui vont quand même se manifester auprès des parents, et la vie est radicalement bouleversée pour ces gens-là. Et leur marge de main-d'œuvre, leur liberté, elle est totalement réduite. L'espace de leur vision, elle est réduite autour de la performance. Et c'est très compliqué de se sortir de là. Surtout quand les gens qui sont censés vous protéger ou vous apporter une forme de reconnaissance, eux-mêmes voient leur vie tourner autour de ce sacre potentiel. Mais en fait, c'est ce que je dis. En fait, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde dans le sens où, vous voyez, à force de donner des moyens aux sportifs aujourd'hui, on les rend dépendants de ces moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sportif, il est dépendant de ce qu'on veut bien lui donner pour atteindre le plus haut niveau. Dans sa tête, c'est ça.
Et c'est un vrai problème, en fait. À force de donner des moyens, j'intervenais encore au CREP il y a 3 jours, où je leur expliquais arrêtez de mettre trop de moyens. Aujourd'hui, on sait que trop de moyens entraînent un désengagement moral. C'est-à-dire qu'un jeune, s'il a une routine qui est de s'étirer 30 minutes par jour, si vous lui mettez des massages et des bains chauds, bains froids, il va s'étirer que 20 minutes. Alors que le bain chaud, bain froid et le massage, c'est pour aller au-delà et atteindre l'excellence. Et ça, on est dans un système où on vous donne des choses que l'on peut vous retirer quand on a envie. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut développer, c'est l'autonomie. Et ce n'est pas en apportant des outils et des réponses à tout le temps et à toute question qu'on va favoriser l'autonomie. Quand on parle d'état d'esprit de développement, c'est trouver ces solutions. C'est trouver ces solutions. Et ça, je pense que j'y crois vraiment. Et là, c'est pour ça que quand on parlait de moyens tout à l'heure, je pense que là où on doit travailler, c'est surtout le système en général, où l'objectif, ce n'est pas des médailles, parce qu'aujourd'hui, les sportifs, c'est quoi en France? Pourquoi on met des moyens? Parce que c'est des outils. Parce que les sportifs sont des produits qui permettent d'exister au niveau international. Pourquoi on fait des compétitions? Posez-vous la question, pourquoi on fait des compétitions aujourd'hui? Parce que ça fait exister une nation au niveau international, et c'est pour ça qu'on y met des moyens. C'est pas pour la santé des personnes, parce que dans ce cas-là, oui, ça fait un peu rêver, donc du coup, ça met des gens dans la pratique. Mais aujourd'hui, on se bat aujourd'hui pour que les Paralympiques aient autant de primes que les valides, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on va mettre plein de moyens pour que les paras non olympiques, mais les personnes handicapées pratiquent facilement et accèdent à plein d'endroits. D'accord? Donc, on existe au niveau international. Le problème, il est là. Ce n'est pas la question de moyens de la lutte. C'est du soft power, le sport. Oui, non, mais au final, donc c'est pour ça que mettre des moyens dans une lutte, mais si à côté, on continue à maintenir, on développe ce qui favorise toutes ces dérives, parce que le dopage est une dérive parmi tant d'autres. Vous savez, pour moi, le dopage n'est pas pire qu'un joueur qui simule une faute dans une surface de réparation. On a bien des millions de Français qui sont descendus sur les Champs-Élysées alors qu'on a gagné une Coupe du Monde grâce à un but marqué de la main. Et tout le monde en était fier. Pour moi, c'est aussi pire que le dopage. Là, vous avez un peu glacé l'ambiance, là. Oh, mais non, parce que je suis optimiste. Non, mais je crois que il n'y a pas de. Mais je pense que c'est plus large et le dopage est juste une chose dont on parle, qui est le reflet d'une société où tout le monde, j'ai l'impression, est de plus en plus dépendant de ce que les autres veulent bien décider. C'est tout. Mais je dis qu'on peut agir. On n'a pas tous les mêmes outils. Mais quand je dis agir, ce n'est pas pour l'intérêt général. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Ça, on peut le faire. C'est encore plus valorisant, je dirais. Mais pour soi. Bonjour, messieurs, dames. Alors, moi, ma question, c'est sur le Tour de France. Moi, je le regarde chaque année depuis 50 ans. Mais bon, depuis l'affaire Festina, depuis l'affaire Lance Armstrong, je vois les exploits dans la montagne. Je m'émerveille dans le Ventoux, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Je vibre, mais en même temps, j'y crois plus, quoi. J'y crois plus. Je me dis, je vois le vainqueur sur le podium. Je me dis, ils sont pas propres. Ils sont pas propres. Alors vous en tant qu'ancien champion, comment vous regardez ça? Est-ce que vous êtes désabusé comme moi? Est-ce que vous vibrez encore? Est-ce que voilà? Ou est-ce que vous ne regardez pas? Moi, je regarde pas spécialement le sport pour m'identifier et vivre à travers les sportifs qui vivent, en fait. Moi, je regarde ça comme je regarde un film. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'adore les sports où ça change en permanence, comme le cyclocross, le biathlon ou des choses comme ça, où il y a changement de situation, parce que je regarde le sport pour ça, en fait. Donc, après, on n'avait pas plus de raison d'y croire avant, en fait. Je veux dire, avant l'affaire Festina, ils étaient tous chargés, ils étaient tous dopés, et des décennies avant, ils étaient chargés. Donc, c'était pareil, pour autant, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Donc, c'est sûr que ça fait toujours ça. Mais moi, je regarde ça comme un spectacle. Parce que, comme je dis, le sport, je le pratique. Le Tour de France, je le regarde. Donc, C'est Guy, on y croit encore? On vibre encore? Il y a quand même un truc qui est quand même essentiel, c'est que le spectacle sportif ne se regarde que si on prend parti. On ne peut pas regarder un match de foot, le vivre totalement si on ne prend pas partie d'une équipe. Parce que se rejouent les émotions humaines, en fait, en quelque sorte. Donc il faut qu'il y ait un gagnant. Et effectivement, il y a un truc aussi qui est très marquant dans le cyclisme, parce que là, on parle du Tour de France notamment. Et le Tour de France a une spécificité, je trouve, dans l'histoire du sport, c'est qu'il véhicule deux types de méritocratie. Il y a une méritocratie qui est dite rétributive. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes fort, vous produisez de la performance, vous gagnez le Tour.
Et il y a une autre méritocratie qui est notamment qui a été orchestrée par le meilleur second. Poulidor, effectivement, comment je vais oublier ça? Mais effectivement, ça fait partie du patrimoine en quelque sorte. Et ça, c'est le mérite encore, le mérite moral. Parce qu'en fait, là, il y a l'idée qu'on a tout donné et qu'on n'y est pas arrivé. Si aujourd'hui, on peut prendre un autre exemple que le tennis, maintenant on pourrait parler de la finale de 2022 de l'année dernière, où finalement on va au bout, mais on ne gagne pas. Il y a un mérite moral. Et le cyclisme, en quelque sorte, a théâtralisé ça pendant très 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 longtemps. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme de bouleversement qui s'est opéré à la fin des années 2000, justement avec cette affaire-là, où finalement on se rend compte qu'on ne peut même plus faire valoir ces deux mérites-là. Parce que celui qui a gagné, finalement, il est dopé, il ne valait pas. Et celui qui a un mérite moral, en fait, ça ne vaut plus rien. Parce que celui qui a gagné est dopé. Donc on ne sait même pas dans quelles conditions celui qui a véhiculé cette morale, finalement, a gagné. Donc en fait, on annule tous les deux choses. Et je pense que c'est peut-être le bouleversement dans l'histoire du cyclisme qui est très significatif. Voilà. Parce qu'en France, on adore les beaux perdants. Il y a quand même Saint-Étienne, enfin, je veux dire, on s'est nourri. Et la défaite est aussi 82. France, oui, 2006, je ne sais pas ce que c'est, 2006, enfin oui, 82, le drame de Séville. Enfin, je veux dire, on adopte même une forme de littérature à ça. Il y a tout un jargon, toute une histoire, et ça contribue à la mémoire collective. Et je pense qu'effectivement, en France, quand on a cultivé cette chose-là, ça s'inscrit aussi dans ce qu'on a comme souvenir, du coup, ça devient aussi très problématique quand il se passe ce genre de fait-là. Et là, on ne croit plus justement au mérite moral, à celui qui s'est donné, même s'il a perdu. Voilà. Après, le dopage n'enlève pas la souffrance. Je dirais que même s'ils sont dopés, aller atteindre son maximum, c'est le cas. Et après, on peut être frustré à le regarder si on part dans l'idée que certains sont dopés et les autres ne le sont pas. Mais pourquoi croire ça, finalement? Parce que si les autres n'étaient pas dopés, ils étaient dans une situation d'injustice, ils le diraient. Sur cette question. on va devoir s'arrêter là. Ça. Merci à tous les trois pour cette passionnante rencontre.